Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur les Afters de Tolkien Deal pour exceptionnellement ce dimanche 15 euh, Septembre. septembre, pardon, je suis complètement bugué. J'espère que vous nous entendez bien, n'hésitez pas le chat à nous faire remonter. Donc je suis Eka, vous avez sûrement l'habitude de voir ma tronche parce que je suis là depuis le début. Et cette fois-ci, je change un peu d'invité. Alors, un peu. Il y a quand même quelques irréductibles qui ont décidé quand même de faire leur nid. Donc il y a Gorine qui est à côté de moi. Euh, bonsoir. Salut. Loy qui est aussi à mon qui est là en fait aussi. J'allais dire mon sud-est, mais en fait je ne sais pas à quel sens je suis par rapport à la caméra. Et enfin Marie Bretagnole qui a des fortes opinions à nous partager pour l'épisode 5. Et elle est malade, donc on la pardonnera. Désolée par avance pour les bruits de tout et de mouchoirs. J'essaierai de m'éclipser discrètement en cas d'urgence. Tu feras quand même. Alors, merci à vous trois de partager votre dimanche soir, parce que je sais que c'est pas forcément la meilleure date, et désolé pour le public, hein, pour des raisons de calendaire, on a dû décaler. Mais, euh, mais voilà, on est tous là pour parler de cet épisode 5, dont le titre est, et je ne l'ai plus, bravo, c'est quoi son titre à celui-là? C'est, parce qu'on a présenté tous les autres, c'est les salles de pierre. Voilà, donc on va parler des salles de pierre, en titre très, très marrant en fait, parce que c'est vraiment le nom du royaume nain dont on va le plus parler aujourd'hui. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Erwin. Euh, ouais, Hall of Stone, merci Pellenger. Donc voilà, donc comme d'hab, hein, vous connaissez la procédure, on va parler de l'épisode, présenter nos avis respectifs sur, sur notre avis général et ce qu'on pense de la saison so far. Puis on va passer au diapo. Euh, et on va présenter un peu les arcs narratifs, les commenter un petit peu, sachant qu'on va aller assez vite quand même parce que cette fois-ci il n'y a qu'un épisode, pardon, mauvais pouce, voilà. J'ai toujours du mal avec la caméra. Quoi? Voilà. On n'a qu'un seul Quoi, on va épisode. pas finir à minuit et demi? Et voilà, on ne finira pas à minuit et demi ce soir, à mon grand plaisir et au plaisir du chat a priori. Ouais, enfin, vous engagez pas trop. Hein. Parce que Marie a des opinions et qu'elle tient à les faire entendre. Voilà. Non, parce Marie que est motivée. c'est pas le premier live que je suis avec Eka et je sais que des fois, voilà, on sait à quelle heure on commence, on sait pas à quelle heure on termine. Ah, super, merci, c'est sympa. Donc Mais voilà. c'est une parce que- Et ensuite, on passera au moment préféré, au moment détesté, euh, et, euh, et on passera au Minute Tolkien qu'on a décidé de consacrer euh, au Hall de Pierre Ou 7 anneaux des mains. et aux 7 Anneaux des Nains et aux fidèles, en fait, à la guerre civile de Aux Numénor fidèles. qui a lieu. Et Éloi, il faut que tu me recoupes chez toi. Et Marie, parce qu'on entend en écho. Il Qu'est-ce que je faut, dois faire, pardon? en fait, on m'entend en écho chez vous. Bah, Moi, faut j'ai m'étendre. dans les écouteurs, normalement, il n'y a pas de. Ah, Marie, il faudra que tu mettes Moi, tes c'est écouteurs, pareil. je Ah, pense. Ouais. j'arrive. Désolé pour ce petit contretemps. Bref. Alors, tiens, Éloi, tu peux commencer peut-être ton avis sur l'épisode 5, ce que t'as, enfin, l'avis sur la saison de manière générale, ce que t'en as pensé pour l'instant. Alors, Sans trop rentrer dans les détails vu qu'on y donc, reviendra après. j'ai découvert les épisodes 4 et 5 en même temps, à la suite. Je les ai regardés à la suite. Et à la fin de l'épisode 4, j'étais complètement démoralisé, hein. Je veux dire, c'était fini, la rupture était définitive, avec cette série. Et l'épisode 5 été plutôt bon, en fait. J'ai trouvé, il y a de très bonnes choses dans cet épisode 5 et c'est certainement, en fait, mon épisode préféré de toute la série, saison 1 et saison 2, Ok. incluses. Donc d'assez bonnes choses, en fait, pour cet épisode 5. Ça t'a réconcilié un petit peu avec la série, ça t'a peut-être donné envie de lui donner une seconde chance. Un petit peu, ouais, Ok. tout à Marie? fait. J'ai pas pensé à comment parler de manière globale de mon avis. J'ai entamé la saison 2 avec peu d'attentes et pas énormément d'espoir.
mais les épisodes 2 et 3 ont un peu attisé mon intérêt. J'ai bien aimé l'épisode 4. J'avoue, l'épisode 5, pas trop. Il y a certains moments que j'ai beaucoup aimé, mais dans l'ensemble, j'aime pas la direction que ça prend. Enfin, je suis déçue en fait par la direction que ça prend. Donc, mais c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas Elrond dans l'épisode. Je sais pas. Si, il y est. Oui, on le voit courir 2 secondes. Ah, c'est On bon. le voit jeter sa cape de manière très chevaleresque. Ah si, oui, il discute avec Gil-galad. Gil-galad. Ouais. Bon voilà, on le voit pas beaucoup. Bref, sans rentrer dans les détails, il y a le nombre de choses qui m'ont fait tiquer a été trop élevé pour que j'apprécie vraiment l'épisode. Ok. Gorine. Eh bien, pour ma part, c'est mon épisode préféré aussi. Alors après, je pense que c'est partie des personnes qui sont assez ne demandent pas trop à cette série. J'attends pas qu'elle soit très proche du lore et tout ça. J'accepte que ce soit différent. Bon, donc je suis peut-être sans doute assez facile à convaincre là-dessus. C'est mon épisode préféré des 2 saisons. Je l'ai trouvé plutôt bien plein, plutôt un montage sympa, un bon développement qui continue côté Khazad-dûm. Un peu moins J'ai aimé d'incohérence aussi ce qu'a. aussi. Pardon? Tu sais, il y avait moins d'incohérence de trajet, de distance, Ouais, etc. par rapport aux 4, c'est facile. Et Et ouais, bienvenue aux nouveaux qui j'ai arrivent. globalement, j'ai bien aimé, même côté Numénor où j'étais pas fan Hmm. jusqu'ici de ce qui s'est passé. J'ai trouvé que c'était un peu plus profond dans les personnages, dans leur culture et les influences diverses. Alors si vous voulez bien, on va passer au diapo. On a quand même beaucoup de choses à dire et on commence avec une super image, moi j'ai trouvé. Alors franchement, elle est quand même assez impressionnante. Et bonsoir à la Pierre, hein, merci d'être là ce soir et désolé pour votre live du coup. Et Euh, l'image ne montre pas quelque chose. Ah, Elle montre pas que ça démarre sur des montagnes si dont si, la mais en fait tour j'ai se choisi, transforme. j'ai pas fait tout l'épisode en images parce que sinon il y en a pour Ah 6 oui. heures. Et moi j'aime mon sommeil et je crois que mes intervenants aussi aiment leur sommeil. Du coup, moi j'ai préféré vraiment focus sur une partie de un peu de tout. Voilà. Et là, moi, la partie qui m'intéressait le plus, je pense que c'était vraiment ce shot-là avec Dorine 3 qui s'empare du coup, enfin qui choisit en fait, ou qui se fait choisir par son anneau et qui décide d'aller rendre visite à Dorine 4 qui est toujours en train de miner pour trouver des puits de lumière en compagnie de Narvi et qui va trouver en fait le point où il faut creuser et, et en fait euh, sans vraiment écouter et son fils et son plus proche conseiller parce que je pense que c'est comme ça que que Narvi est dépeint dans la série, On sait décide de toujours pas creuser. qui c'est, vraiment. Bah, c'est le chef des mineurs en fait, son rôle, c'est Oui. ça. Et je pense que comme il a la responsabilité des mines de la Moria, il a l'oreille du roi, il doit avoir aussi l'oreille du peuple, étant donné que ben la majorité des ressources de la Moria, c'est quand même son sol, pas son sous-sol. Mais oui, il a un peu il a un peu multi-rôle talented de Narvi dans cette saison. D'ailleurs, on savait pas trop ce qu'il faisait aussi dans le Seigneur des Anneaux. On sait juste qu'il a fait un truc et puis c'est tout. C'est quand même le grand pote de Et Celebrimbor, c'est quand même d'ailleurs. le grand pote de Celebrimbor. Oui, D'ailleurs, on les verra tous les deux on dans le la suite verra. de l'épisode. Donc voilà. Donc, Narvi et Durin 4 sont aveuglés en fait par la réussite du papa. Et en fait, il va. Et ce En fait, un peu Durin 3 va, lui tout seul va ramener la lumière dans la Moria, quoi. que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs juste avant, et le fait que Durin 4, donc son fils, et même Narvi, étaient très sceptiques Hmm. de ce que faisait le roi et le risque qu'il portait sur les mines. Et malgré leur opposition, ils ont eu un grand sourire quand ça a marché, et d'admiration. Alors, tac. Je sais pas ce que vous en avez pensé un peu de cet arc-là.
de Durin qui ramène la lumière, avec aussi ce grand discours. Voilà, on voit la lumière revenir à Khazad-dûm et Durin 3 qui fait son grand discours en disant ça y est, le peuple nain n'est pas esclave en fait de la lumière du soleil. Ouais, j'ai pas trop compris ce morceau-là, parce qu'il dit qu'ils sont plus esclaves de la lumière du soleil, mais quand le soleil se couche, bah il fait nuit à Khazad-dûm. Oui. Et bon, Après, en fait, on sait pas si les miroirs marchent à toutes les lumières. Tu vois, alors ils pourraient refléter la lumière de la lune, même si moins Oh, mais ça ferait puissante. pas beaucoup de lumière. Non. Ah, mine de rien, ils ont été dans la mouise du fait que les lumières ne fonctionnaient plus. Oui, c'est ça. Ils ont besoin du soleil. Hein. Euh, Ouais, moi non Mine plus, de j'ai pas rien. trop compris. Elle est bien bonne. Pardon. Et puis, mais il y a aussi en fait le fait, c'est que les nains de la Moria peuvent réorienter un peu la lumière comme ils le souhaitent, ce que les autres races ne peuvent a priori pas faire. Et je pense que ça voulait dire ça plutôt, que voilà, ils sont moins dépendants de la course du soleil que les autres races qui peuplent Arda. Mais ça montre aussi un peu cet orgueil nain qui existe chez Tolkien aussi. C'est-à-dire que les nains sont très orgueilleux et très fiers de leur peuple et des prouesses qu'ils sont capables d'accomplir. On se souvient de Durin, de Gimli face aux portes du Gondor. Quand il dit que en fait les portes en mithril de Gondor sont nazes et qu'il faudrait mieux que ce soit des nains qui la fassent en réalité, ce qui sera fait après dans le Retour du Roi. Et par contre j'aime bien en fait le fait que même si Durin est acclamé, d'ailleurs il y a une très belle image de Durin 3 qui va acclamer son fils, ah bah je l'ai supprimé, voilà, quel boulet. Mais il y a Dissa et les autres chanteuses de la montagne qui affichent un visage très fermé, très sombre. Bon, on sait ce que ça veut On peut dire, voir hein. sous deux angles. Mm. Il y a l'angle, ce qu'il fait, c'est pas dans nos traditions. On fait pas comme ça normalement. C'est ce que dit Lisa plus tard d'ailleurs Mm. à Durin 4. Hein. Mm. Et après, il y a aussi l'aspect, on a de la concurrence. Hein. Ouais, enfin, on n'a plus besoin d'eux surtout, enfin plus besoin d'elles. Bah oui. Elles sont au chômage. Ouais. Chômage technique. Enfin, pas trop dit ça du coup, parce que vu ce qu'elle va faire après, ça va pas être trop ça. D'ailleurs, on arrive en Numénor. Non, en Ostinedil. Voilà, on arrive à Ostinedil, en Erégion, avec, on sait pas quand, mais du coup Narvi qui a fait le trajet depuis la Moria, depuis Khazad-dûm jusqu'en Erégion, avec un groupe de nains, donc des mineurs et sûrement des forgerons et des artistes, et Celebrimbor qui fait une petite fête avec réunissons tout ce beau monde, avec un des plus, alors il est content, hein, Charles Edwards est très content, ça se voit, avec évidemment quand même un mec qui est pas content d'être là, quoi, qui se dit c'est très cool qu'on fasse les anneaux des hommes quand même, enfin qu'on termine son grand plan. Et surtout, enfin voilà, l'easter egg de l'épisode, le clin d'œil aux fans du Seigneur des Anneaux, aux fans des films aussi, hein, c'est vraiment cette porte de la Moria qui certes fonctionne à la lumière de la lune, mais là il n'y a pas de lune en fait, et on la voit un peu. Après j'ai envie de J'ai dire... trouvé ça Vas-y, très... vas-y Marie. Ouais, moi ça m'a beaucoup déçu qu'on la voit comme ça, qui tombe comme un cheveu sur la soupe. Pour moi, la porte de la Moria, c'est vraiment l'aboutissement de l'amitié entre Celebrimbor et Narvi. Une amitié qui se construit sur le long terme. Et là, ils ont l'air de la sortir de leur chapeau. Hop, c'est magique, elle est apparue, mais on n'a pas vu leur travail, on n'a pas vu leur relation qui se développait. C'est une porte, mais Oui, c'était très anticlimactique, j'ai trouvé. Bah, en fait ça ne c'est un peu un Très easter egg, raccourci encore une d'un fois, point de vue. qui arrive. ça correspond pas trop avec la direction de la série, parce qu'en fait le seul qui avait des liens avec les nains à ce moment-là, dans la série, c'est Elrond. Oui, mais alors on en revient au problème de la saison 1, qui est qu'ils ont vidé le personnage de Celebrimbor de tout ce qui faisait de tout ce qui faisait son personnage en fait. Sauf un On n'a truc. plus on n'a pas la relation avec Narvi, on a la relation avec Anatar, on en parlera tout à l'heure, mais pour moi c'est pas du tout ça. Au final,
Celebrimbor, c'est juste un petit vieux qui porte du velours et Papy Pantouflard. qui dit au papy pantouflard, ouais, enfin. Il est pas vraiment mis en valeur par la série. Hein. Bah non, alors que c'est censé être un maître dans son art et on n'a pas trop. Enfin, et puis c'est un personnage complexe. Et je sais pas. Là, le coup de la porte, pour moi, c'est une pièce de plus dans la machine de Vido Celebrimbor de tout son intérêt narratif. Après, il doit mourir, a priori. Mais peu importe. S'il doit mourir, justement, il faut qu'on Oui. faut qu'on s'y attache pour que ça soit plus tragique. Mm. Parce que si c'est juste un mec comme ça, un peu lambda, bah s'il meurt, ça nous fera pas grand chose. Alors que si on s'y est attaché, là, c'est bien que ça va faire mal. Et Irvine dans le chat a raison, il n'y a pas besoin en fait, de la lumière de la lune pour voir les inscriptions, il y a juste besoin pour voir Litildin. Et du coup, en fait, juste quand la compagnie arrive au niveau de la porte, bah, il fait nuit, donc il voit rien. Il voit pas les inscriptions en fait. C'est pour ça. Donc voilà, grand toast, petit dialogue un peu marrant, enfin un peu marrant. Un peu marrant, un peu désagréable quand même de Celebrimbor vis-à-vis des nains. Enfin surtout de Narvi, qu'il traite littéralement de... Ah, il traite de nervi de voleur, ouais. Ouais, enfin c'est pas Oui. cool. Même si c'est pour rigoler, j'ai pas trouvé ça très. C'est pas très fin. Bah, j'ai pas compris pourquoi en fait. C'est pas fin, Bah, c'est peut-être. ça reprend peut-être des clichés sur les juifs qui sont pas cool, sachant que les nains sont proches des juifs. Bon. Et puis il y a aussi... Oui, et dans le lore ça s'explique aussi, c'est que les elfes considèrent que les nains les ont volés et les nains considèrent que les elfes les ont volés. Donc c'est voleur à voleur, voleur et demi quand même. Donc ouais, je sais pas, ce dialogue, il existe, mais enfin je vois pas son intérêt. Par contre c'était cool de voir les elfes et les nains ensemble, et en fait s'il ouvrait pas sa bouche, je trouve que le tableau est quand même assez sympa de voir Narvi et Celebrimbor à côté. Mais je trouve que c'est Bah, encore... c'était l'intérêt effectivement de voir ce rapprochement, mais comme dit Marie, ça méritait bien un peu plus de temps pour le Ouais, développer. normalement dès la saison précédente, ça aurait été cool en fait que Narvi apparaisse dans la saison précédente et qui travaillent ensemble et que Anatar arrive et fasse, en fait, brise la relation entre les deux. Ça aurait été cool en fait de voir ça. Ouais, mais on C'est un n'aurait pas peu eu à comme côté du c'est un peu comme s'ils s'étaient rendus compte d'un coup que, ils avaient plus Elrond pour faire le lien, Oui. entre les elfes et les nains, donc ils envoyaient Narvi, Mm. chez Celebrimbor. Et un truc que j'ai bien aimé aussi, c'est que la tête que faisait Anatar quand il y avait justement Narvi. Celebrimbor Ouais. et Narvi ensemble. On lui a On volé voyait que ça son, l'arrangeait pas, là, que on les lui a nains et les elfes on lui a volé son bro. ensemble. Il aime pas ça. Oui, puis même, il y a aussi le fait que le but de Sauron, bah, c'est la semer la discorde entre tous les peuples. Donc deux peuples qui se rapprochent, c'est pas son intérêt. Mmh. Mm. Alors, on voit Elrond et Anatar qui discutent. Anatar qui fait un peu son party pooper hein, quand même, qui presse Celebrimbor de forger les neufs. Et là, j'ai trouvé quand même que c'était un des rares vraiment bons dialogues de Celebrimbor, à savoir qu'il refuse. Et il le refuse bien. Tu vois, il revient un peu sur la séduction d'Anatar et il dit finalement non, les hommes sont vraiment trop corruptibles, il faut pas leur laisser du mithril, etc. Entre les mains. Et que il pose un peu son pied, tu vois, il dit non, on ne fera pas les anneaux pour les hommes. Bon, Anatar accepte et on sait Oui, c'est finalement un ce qui peu va se passer, quoi. pour moi, c'est vraiment l'un des points forts là de cet épisode 5, c'est l'hésitation de Celebrimbor, en Hmm. fait. Celebrimbor, il passe d'un pôle à un autre en permanence lors de l'épisode, mais c'est pas un défaut pour moi, mais au contraire, c'est une très grande qualité, parce que ça montre qu'en fait, il est complètement confus, il sait plus du tout quoi faire, Il est qu'il est tiraillé. empêtré dans les mensonges, dans les paroles d'Anatar. Et je trouvais ça assez habile parce qu'on comprend pas ce qui se passe pour Celebrimbor. Il change tout le temps d'avis, il est lunatique, ses artisans non plus, ils le comprennent plus, mais Ouais, ils sont en je mode, mais trouve que c'est assez bien fait. qu'est-ce qu'il nous raconte là? Enfin, il dit de la merde là, mais on va rien lui dire. Non, je Ouais, suis entièrement d'accord avec toi. On a un peu de nuance dans le personnage de Celebrimbor qui est bienvenu. Mmh. bonsoir Bergelmir. Et du coup, moi, ce que j'aime bien en fait, c'est que Anatar dit, bah en fait, les anneaux des hommes, je les forgeais tout seul.
Bienvenue Spooky. Et merci d'être là. Là, Celebrimbor aurait pu dire non. Hein. Après tout, c'est sa forge à lui. Hein. C'est pas celle d'Anatar. Oui, Oui, mais, là, c'est bon. mais je pense que depuis le temps où ils ont commencé les travaux, je pense que Anatar c'est déjà a bien retourné la veste de certains et même certaines elfes du Gwaifir Mirdain. Donc, du coup, je pense que l'autorité de Celebrimbor, même si elle existe, et on le voit dans l'épisode qu'il a une autorité de mettre sur ses apprentis forgerons, je pense euh, que qu'il a vraiment un peu retourné. Il a fait son nid en fait. C'est sûr, c'est lui qui est devenu gentil et Celebrimbor le méchant. Hein. Oui. Pour les forgerons, donc c'était assez comique. Alors attendez, hop, je réponds juste un truc, j'arrive. Hop là, tac. Donc voilà, donc il y a un peu de tout ça et c'est à la fois bizarre parce que je trouve que la partie Narvik et les Brimbor, elle est ok, mais en fait elle est juste Easter eggs et c'est cool d'avoir la référence de la porte de la Moria, mais elle aurait dû être amenée plus tôt. Mais le dialogue entre Anatar et Celebrimbor est vraiment bon. Mm. Et je trouve que ça joue En fait, pour lui. ils auraient pu faire une simple scène, la fête entre les elfes et les nains, sans même, mentionner Narvi parce que ça tombe comme un cheveu sur la soupe et puis ensuite ce dialogue, entre Anatar et Celebrimbor. Ouais. Oui, c'est ça. Ou juste ramener Narvi à la saison 1, que ça aurait pu être. Enfin, voilà, avec des si on refait le monde, mais je pense Non, que. mais il y avait un Exactement, ouais. vrai potentiel à montrer la création de la porte de la Moria. Et le potentiel, il n'est pas du tout exploité. Là, c'est qu'elle soit là ou pas, ça change strictement rien à l'épisode. Oui, ça n'apporte pas grand. Enfin, ça raconte rien, en fait, c'est ça qui est dommage. Ouais. Alors que je pense que Narvi, c'est peut-être le personnage qui avait quand même pas mal de choses à amener et à raconter. Et du fait qu'en fait, il y a trop d'histoires, bah, du coup, c'est difficile de raconter tout. Bah, ce qui faisait de Narvi un personnage intéressant, ils l'ont donné à Durin. Oui. Enfin, Durin 4. Il y a Dorin 4. Bon, on arrive pour moi quand même à la partie, je trouve, qui était vraiment pratiquement sans faute de la part de l'épisode, à savoir Numénor. Et je trouve que l'arc Numénor de cet épisode, autant il était très décevant dans l'épisode précédent, autant là, Là, il y a du niveau. ah ouais, là c'était. Mais je vais vous donner mon hypothèse de pourquoi il y a du niveau. Parce qu'il y a un personnage qui se fait moins marcher dessus. C'est Elendil. Moi, je pense surtout que le dialogue dont tu as mis une image là, moi, c'est le dialogue que j'attends depuis le début de la saison 1. Je pense qu'ils auraient dû commencer l'arc de Numénor par ce Par ça. dialogue, parce que c'est ça qui va expliquer toute l'évolution après. Mm. Et Mm. il arrive un peu tard. Mais déjà, il arrive. Oui. Enfin. Donc on est sur. Je raconte vite fait, après je vous laisse prendre la parole. Hein. On est sur un peu à moins que quelqu'un veut raconter d'ailleurs. Obligé. Non, C'est personne. parti, hein, Oui, vas-y. c'est vrai. Du coup, il y a. C'est notre MC. C'est vrai. Il y a Arpharazon, parce que maintenant c'est Arpharazon, ce n'est plus Pharazon, c'est Arpharazon, et son fils Kemen, du coup, qui, qui vont discuter en fait de l'ascension de son père au pouvoir, et surtout, et Pharazon va avoir un monologue très intéressant en fait sur l'immortalité, sur la condition des hommes de Numénor, sur le fait en fait qu'il y a vraiment cette espèce d'horizon inatteignable pour Numénor qui est Valinor et les côtes et les rivages de Toléricea. Et en fait que c'est ça qu'il veut, c'est cette immortalité malgré le fait que les Numénoréens aient la vie longue, soit une forte puissance, soit etc. Ah, il y a un autre truc qu'on n'a pas parlé dans le juste avant, c'est que Sauron nous dit enfin l'élément qui lui fait le plus peur, Numénor. qu'il craint Numénor, et on verra qu'en fait c'est dans Tolkien, littéralement c'est noir sur blanc. Si Sauron recommence ses manigances, c'est à cause de Numénor. S'il crée le Mordor, c'est à cause de Numénor. Bref. À cause de Numénor en Ouais. Terre du Milieu, en l'occurrence. Non, avant. Enfin, c'est parce que Numénor. Avant. C'est avant qu'il Avant ça s'établisse en Terre du Milieu. Justement. D'accord. Enfin, en tout cas, selon Fall of Numénor. Après,
Je suis pas dans la tête de Ah, Tolkien d'accord. au moment où Ok. il l'a composé, mais a priori de ce que j'ai lu de Fall of Numenor, c'est vraiment c'est avant. Bref, donc Pharazôn se plaint des se plaint de ça, enfin se plaint, enfin rêvasse et il dit qu'en fait le sceptre n'est plus et en fait est un objectif qu'il ne considérait pas avant, mais que maintenant qu'il l'a, bah lui il veut plus loin, il veut Il veut plus aller plus grand, loin. il veut aller plus loin. Et franchement j'ai trouvé Il y ce a quand dialogue. même une chose qui m'a. Vas-y Marie. Vas-y. Non vas-y. Non, mais il y a une chose qui m'a gênée quand même, c'est que on passe du couronnement raté de Myriel à Ar-Pharazôn qui est roi, mais j'ai l'impression d'avoir raté un truc en fait entre les deux. Bah y a pas de couronnement de Pour Pharazôn. moi, le fait que Pharazôn il se passe Pardon. acclamer par les gens qui étaient au. Enfin, on va pas refaire l'épisode Oui 4, 4. mais. Ou 3, ou je sais plus. Mais pour moi, il y a vraiment un trou en fait quand on voit Pharazôn avec le 7, je me suis dit, bah, ça a été rapide, ils ont pas oublié de nous montrer un truc là, entre les deux? Toujours les Je sais trucs de pas, une Le temporalité. prédilection, quelque couronnement. chose. Toujours les trucs de temporalité aussi. Et c'est aussi ça. Ouais, mais clairement, là, il m'a manqué juste un petit bout où on voyait le couronnement de Pharazôn. Bah je Je pense sais pas, là, que on aurait aimé que la série fasse genre 12 épisodes plutôt que 8 à chaque fois. Ah, bah, moi, je suis pas contre, hein. et qu'il y a un arc peut-être narratif de moins aussi à raconter. Ah, qui est-ce que tu enlèves alors? Théo? Moon au hasard. J'enlève Théo. Ah, Qui? je me méfie. Moi j'enlève pas. Pour moi, il va amener quelque chose. Non mais tu vois, je lui donne peut-être moins de place. Parce que là il a pris quand même beaucoup des Oui. épisodes alors que l'action est majoritairement concentrée à l'ouest. Alors que bon, c'est cool de revoir Isildur, hein, mais l'arc... Et j'adore arrondir. Je défends arrondir sur mon corps. Mais, euh, mais je pense que là, l'arc Isildur ne sert pas l'histoire parce que l'histoire n'est pas concentrée vraiment sur eux. Ah bah, c'est très anecdotique, l'arc Oui, d'Isildur, pour le moment, c'est oh, un monstre! Oh, un autre monstre! Oh, encore un monstre! oh, un Ent. C'est vrai que Moment, pour oui. le coup, ça. Mais bon, est-ce que c'est pas mauvais non plus? Enfin, c'est peut-être bien aussi d'alterner des passages, Hmm. des arcs narratifs assez chargés avec des arcs narratifs plus légers. Après tout, ça fait un équilibre. Oui, mais là, j'ai l'impression que tous les arcs narratifs ont le même temps d'audience. C'est un peu ça mon souci. On verra si on revoit Théo, enfin, si on revoit Arrondir, parce que je pense que c'est Arrondir qu'on va revoir et pas Théo. On verra l'épisode 6. Ouais, on verra l'épisode 6 et l'épisode peut-être 7. Parce que je pense qu'il a un rôle à jouer quand même. Moi j'aime beaucoup Arrondir, hein, mais j'ai pas trouvé son arc très intéressant là pour l'instant. C'est ça qui est un peu dommage. Parce que vraiment tout... Bah, en plus, ils avaient commencé un arc avec Bronwyn que moi, personnellement, je détestais absolument, même si les personnages en eux-mêmes, je les aimais beaucoup. Peut-être qu'ils ont été un peu désemparés avec le départ de l'actrice Hmm. et ils ont pas trop su quoi faire. Ah, Ils attendent peut-être. ils l'ont tué au lieu de la Peut-être qu'ils ont recast. un peu repoussé le moment où il fallait prendre une décision à propos de ce personnage. Je sais pas, mais c'est possible. Ils l'ont tué au lieu de la recast. Ils auraient dû la recaster, je pense. Comme Adar. Bah, on avait déjà le nouvel acteur pour Oui, Hadar. Je c'est vrai. pense qu'il faut limiter d'une saison à l'autre. Faut pas qu'il y ait trop de nouvelles personnes. Et personnellement, c'est triste pour Théo, mais je suis très contente qu'elle soit morte parce que vraiment l'histoire d'amour à Rondir Bronwyn, c'était pas possible. Enfin bref, on va pas refaire l'épisode 2. On va pas refaire la saison 1. Donc moi j'ai trouvé quand même ce dialogue très intéressant et en fait j'ai trouvé bien qu'il fasse miroir à l'autre. Gorine, tu voulais dire un truc? Ouais, il y avait un commentaire qui disait Théo est assez insupportable. C'est clair. Après, il a fait un sourire à la fin. Attention. C'est vrai. Ouais, il a souri à la fin et le pauvre, il a quand même traversé un peu le Mordor. Un peu l'enfer. Donc moi, pour un épisode, je lui accorde de faire la tronche. Et heureusement, à la fin, il a l'air d'avoir trouvé un peu sa voie, donc ça va. Mais bon, le pauvre, quand même, c'est horrible ce qui se passe Oui, grave. pour lui. Je trouve qu'on n'est pas assez compatissant de Théo parce qu'il est insupportable. Bah, il est insupportable, il a perdu sa mère. Oui. Au dialogue qui fait pendant, du coup, au dialogue précédent, avec Myriel et Elendil. Et en fait, il est un peu bizarre ce dialogue, mais je le comprends a posteriori. C'est vraiment... donc Myriel, en fait, demande à Elendil de ne pas agir. Vraiment de ne pas se mettre en opposition aux hommes de Pharazôn, de ne pas... en fait, de ne pas se soulever. Pharazôn est finalement la seule voie pour que Numénor continue. Sombre. Et que l'Arnor
et le Gondor émerge. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Ah, moi, j'ai compris le contraire. Ouais, moi aussi. J'ai compris que Myriel, jusqu'ici, elle voyait la vague à chaque fois qu'elle regardait dans le Palantir. Et Maintenant que Pharazôn elle a l'a fait son pas coup. Oui, il y a regardé aussi ça. depuis l'accession de Pharazôn au pouvoir. Par contre, Elendil a vu que lui, il n'a pas vu la vague dans le Palantir. Et Myriel se dit, étant donné qu'il y a eu ce coup d'État, le futur a changé. Et si Elendil ne voit pas la vague, c'est que la vague ne va pas avoir lieu. Et finalement, Le rôle de bon, Pharazôn bah sera tant bon. pis pour moi, mais je préfère que le Sacrifié. pouvoir me soit retiré et que Numénor survive. Donc, c'est le bon chemin qu'on est en train de prendre pour la survie de Numénor. C'est comme ça que j'ai C'est compris. ça. Ensuite, je sais que chez Tolkien Deal, beaucoup ont critiqué cette passivité de pourquoi pas de révolte. Et bah parce que chez Tolkien, déjà, il n'y en a pas. En fait, les fidèles évitent le conflit parce que bah, c'est pas dans les voies des Valar. Et ensuite, alors oui, elle veut juste le mieux pour son peuple, mais surtout, enfin, des exemples de minorités qui se sont fait marcher dessus par le pouvoir en place, espérant se trouver une petite place au soleil. Moi, j'ai pas besoin de vous ouvrir un livre d'histoire pour que vous en trouviez, hein, il y en a plein, hein, donc faites vos recherches et vous saurez. Voilà, donc c'est, en fait, c'est très possible et très probable que Myriel, même malgré son rôle de dirigeante, dise bah stop, pas, on se soulève pas parce que a priori, et là c'est toujours selon Tolkien, même si la série interprète ça librement et qu'on n'a pas les vrais chiffres, euh, les fidèles sont en infériorité numérique face aux hommes du roi. Et que s'ils se soulèvent, a priori, Myriel pense qu'ils vont se faire laminer, malgré la présence de Elendil. D'ailleurs, moi je trouve ça dommage en fait que du côté de Pharazôn, il n'y ait pas un Elendil. Tu vois, un personnage un peu charismatique, très militaire dans sa façon d'être, mais homme du roi. Humaine. Bah, Ouais. ça, Ah non, il est pas charismatique. Pardon. malheureusement. D'ailleurs, Je pense que c'est Ar-Pharazôn lui-même, en fait, ce oui, personnage-là. oui, normalement, Celui qui fait pendant à Elendil, c'est mais Ar-Pharazôn. du coup, c'est dommage vis-à-vis de son introduction qu'il le présente vraiment comme un politicien. Donc soit avec son désir Oui. d'immortalité, il va vraiment devenir un guerrier plus, ce qu'il est dans l'œuvre de Tolkien. Normalement, il est d'ailleurs. Hein. Oui, il est le pendant d'Elendil dans l'œuvre de Tolkien, oui, ça c'est clair. On avait parlé dans l'épisode précédent, je vous renvoie à notre review de l'épisode précédent. J'ai pas l'impression que c'est l'axe que prend la série. À voir, mais parce que là en fait Et- on sait pas, on est en attente de ce que va faire En fait, Pharazôn. depuis le début, Ar-Pharazôn ne fait rien. Oui, C'est uniquement les personnes qui l'entourent qui font des choses. mais c'est pour ça que j'ai l'impression qu'en fait sa soif d'immortalité va le pousser en fait à faire des actions. Tu vas être beaucoup plus actif, sa manière de gouverner, que quand il était conseiller. Enfin, conseiller, membre de la cour. Super plan des bateaux de Balinor pour montrer une scène beaucoup moins sympa, avec en fait tous les fidèles de la reine, notamment chez les gardes de la mer, qui sont obligés de rendre leur uniforme sous l'œil très affûté et très intolérable. Alors déjà il y a Valandil, MVP de l'épisode malgré sa fin. J'adore Valandil. Valandil, Voilà, j'aime beaucoup Valandil. c'est un de mes persos préférés. Donc, Sous l'œil de ces deux Jojo, Kemen et Ariane, qui sont vraiment très ils ont le désagréables. petit sourire satisfait J'aime bien qui le donne personnage envie de Kemen. les baffer. Oui, Gorine, tu disais quoi? J'aime bien ce personnage. J'aime bien ce personnage de Kemen. Alors, j'ai trouvé nul au début. Ah, mais il est toujours il nul. Il s'étoffe. était nul au début, il est toujours nul. Enfin, là, je parle d'un point de vue ce que fait l'acteur en fait du personnage. Oui. Je trouve qu'il est pas si mal que ça. Alors effectivement, il est toujours aussi tête à claque. Hein. Ah non, mais il est parfait. Enfin, il est parfait dans son rôle. Oui. Ouais. Et j'ai... Vraiment, avec Moi, sa. je trouve. Pardon. Bah, vas-y, Lo. Je crois que tu n'avais pas terminé, Gorine, si tu avais quelque chose à ajouter encore. Non, c'est bon. Bon. Moi, j'ai trouvé que, alors surtout pour la fille d'Elendil, aussi pour Kenneth, mais surtout pour elle, ils ont été un peu trop caricaturaux, alors qu'ils avaient moyen d'apporter de la nuance, quoi. C'est-à-dire, elle a perdu son frère, et cetera. Elle a des raisons d'être opposée à la reine. Mais, à côté de ça, enfin,
il la représente comme une sorte de fanatique avec son sourire là de Dolores Sombrage. Donc, bon, alors qu'ils avaient moyen d'apporter de la nuance et de montrer que il n'y a pas le camp des méchants et des gentils à Númenor. Encore une fois, tu as un Un peu un échec personnage pour cet épisode, pour le coup. t'as un personnage qui arrive en position de pouvoir, mais on sait pas comment il ou elle est arrivé là. Enfin, C'est et parce Ariane, qu'il elle a été promue, mais quelles sont ses compétences pour avoir ce poste, ça, Après là c'est elle juste était qu'elle apprentie architecte ouais. et voilà. Là c'est juste qu'elle surveille beaucoup elle est avec Kemen en fait. Oui, c'est ça, c'est d'où elle a les compétences de faire ça. Mais je pense que c'est juste parce qu'elle fait partie du conseil restreint du roi quoi. Conseil restreint. L'autre point qui m'a surpris, c'est la relation qu'elle a, elle, avec son père. Il y a aucun des 2 qui semble, se sentir mal, de la voie que prend l'autre. Mal d'un point de vue sentimental. Oui. Ouais, il y a pas d'attachement entre eux deux. Ouais, Oui, c'est vrai. et En dans les fait, 2 On sens, oublie hein. presque que c'est sa fille, en fait. moi j'ai Mm. l'impression que depuis le départ d'Anarion, que Elendil semble avoir pas très bien vécu parce que vu comment il s'est montré dur avec Isildur dans la saison 1, bah du coup en fait il s'est détaché de ce que font ses enfants. Bah, il s'était pas détaché de ce que faisait Isildur, Oui, mais c'était parce que c'était lui qui lui avait mis en place. Et Ariane, elle avait fait sa voix toute seule, donc elle fait ses propres choix. peut-être. Donc, j'avance parce que il est déjà 40 et qu'on avait dit qu'on ferait 1h30. Ouais, Donc, mais c'est quand même une des meilleures scènes de l'épisode. oui, si ce n'est la meilleure d'ailleurs, Oui. avec le dialogue de Pharazôn et d'Ar Pharazôn et de son fils. Donc, Elendil arrive, il voit tout ça, il se dit bah, da fuck. Il va parler à sa fille qui lui dit ah bah je t'ai pas prévenu. Du coup tous les fidèles ils doivent rendre leurs armes et leurs uniformes, ils sont limogés, etc. Elendil lui garderait son titre du coup. Et mais il décide quand même dans un geste très noble et sous le regard tellement haineux de son gendre, hein, parce qu'a priori ça va être ça. Hein. Comment ça, son genre? Bah, il va épouser Ariane, lui. Peut-être. Bah, il est fan des Ariane. Faut voir la tête qu'il fait devant Valandil Ouais. quand elle lui parle, quoi. Enfin, il est tellement jaloux, ça se voit sur son visage, quoi. Et Valandil. Ah, Valandil qui nous sort un moment Captain Oh My Captain Oh My Captain, qui n'est pas piqué des hannetons avec littéralement tous les c'était anciens juste, fidèles qui l'acclament et c'était juste. avec la scène de Kemen qui dit mais il est capitaine de plus rien maintenant. Et oui, C'est vrai, c'est vrai. officiellement. Officieusement, Bah, officieusement non par d'ailleurs, contre. et en plus, il sous-entend que, effectivement, il sera pas capitaine pour ce roi. Oui, Il c'est peut pas ça. l'être. Et Non seulement il a été, débouté de ce rôle, mais en plus, même lui, il n'en veut plus, tout court. oui, il a démissionné d'ailleurs. Et en fait, j'ai trouvé que c'est un petit côté très Aragorn, en fait très Viggo Mortensen parce que du coup, il l'appelle capitaine aussi. C'est son titre pendant à peu près toute la guerre de l'anneau, que ce soit au Gondor, au Rohan, il est considéré comme un capitaine. Et voilà, et en fait, voilà, c'est quand même vraiment la meilleure scène, je pense, de tout l'épisode, et je pense que c'est ma scène préférée de loin. Tandis que de l'autre côté, un autre qui cède aux sirènes des elfes, même si c'est pas J'adore. ça que fait un Palantir, c'est Ar-Pharazôn. Et même si on le voit dévoiler le Palantir et tout, on le voit pas le prendre. Et je pense que c'est parce que, en fait, on sait pas s'il l'a pris. Et du coup, ça serait drôle que lui aussi il se fasse avoir. Je me rappelle plus dans les livres, ça parle de ça. Bah, il y a un Palantir, mais en fait, c'est pas le rôle qu'a le Palantir dans la série n'est pas le même qu'a le Palantir dans l'univers de Tolkien, parce que comme c'est des pierres de communication, le but c'est pas de montrer le futur. Oui, c'est vrai. Donc c'est pas, leur créateur est bon, mais il est pas bon jusqu'à ce point. Voilà. On retrouve la Galadance, on retrouve Gil-galad, qui doute beaucoup dans cet épisode. C'est vraiment un épisode très introspectif pour Gilles,
qui sait pas trop où il en est. C'est un peu. Il y a l'attaque sur le Mordor qui est en train d'être menée. En même temps, lui, il y a l'affaire de Galadriel en Eregion. Et puis il reçoit aussi la lettre de Celebrimbor, qui, elle, a réussi à affranchir les Galgal. Et son anneau qui lui fait avoir aussi une certaine pression, si je me Oui, trompe pas. aussi. Il a la préscience de par le port de Vilia. Alors, Tom Bombadil, c'est parce que l'actrice a été enceinte entre la saison 1 et la saison 2. Voilà. Donc c'est pour ça que physiquement, elle a un peu changé. Un tout petit peu. Donc voilà, donc la partie Gil-galad, c'est assez intéressant parce que c'est vraiment très introspectif. En fait, il sait pas quelle décision prendre parce qu'il a la lettre de Celebrimbor qui lui dit tout va bien, bravo pour les elfes, hein, merci au passage de m'avoir prévenu. Mais moi, je me demande en fait comment les messagers elfes sont passés. Oui, sûrement, il lui laisse un passe droit, mais je trouve ça bizarre. Enfin, il a juste éveillé les Galgal, on sait pas s'il les contrôle. Voilà. Avec ce beau plan sur l'anneau. Vous avez quelque chose à dire sur Gil-galad, son introspection, sa réflexion? Il n'y avait pas grand-chose dans cette scène, donc personnellement, ça n'a pas, j'ai pas retenu grand-chose. Si, il a une vision du Mordor, c'est vrai, Elrohir. Il a une vision d'explosion, Avec des poissons morts. ouais, avec des poissons morts, etc. Ouais. Bah en fait, on voit, il y a jamais écrit quelque part que Gil-galad a des visions. Il se Bah, là, méfie. dans la série, c'est Dans la dans série, la c'est série, il a écrit, des visions. mais du coup, Mm. comment tu expliques ça? Est-ce que c'est la ruine que va mener Sauron dans sa guerre, notamment avec la bataille de l'Ultime Alliance? Est-ce que c'est justement le combat qui va avoir lieu en Ostinedil? Parce que tout nous fait voir qu'il va y avoir bataille à l'Ostinedil, hein, même les trailers l'ont dit. Voilà, on sait pas de quoi ça parle, et en fait on sait juste que il y a la ruine, que va y avoir. Oui, c'est les poissons asséchés dans les régions, mais si tu veux, il y a pas grand chose à dire Est-ce que. qu'on sait que c'est en Eregion, les Ah, poissons? Pour moi, c'est... moi je sais Je pas. peux pas Hein. te dire où c'était. Ouais, enfin franchement, je sais pas si les Peut-être détails des sont. poissons de n'importe où. En tout cas, c'est vrai qu'il moi, j'ai trouvé qu'il se faisait quand même mal parler, Gil-galad, par, Restez pour par, Gil-galad! bah oui, enfin, Tu vas tous te les porteurs décider de ou l'anneau, quoi en là? fait, enfin, Galadriel et puis Gil-galad se font vraiment mal parler parce qu'on les prend pour des fous avec leur anneau Oui, là, à et moi je regarder le trouve, futur. que tant T'as raison. qu'ils ont pas, qu'ils ont pas, qu'ils ont pas posé leur autorité en tant que porteur d'anneaux. Du coup, tout le monde peut tout le monde peut, genre dire, ok, tu prends ta décision, mais on sait pas qui l'a prise en fait. Et c'est bizarre. C'est quand même Mm. un instrument qu'ils n'avaient pas avant, ils connaissent pas l'étendue de ses pouvoirs, c'est normal qu'ils s'en méfient. C'est plutôt ça qu'ils s'en Après, méfient. Oui, c'est sûr. après, oui, en effet, elle devrait avoir plus de déférence envers son roi. Après, j'ai trouvé qu'elle en avait plus que Galadriel quand même. Voilà. C'est vrai. Mais enfin bon, c'est vrai que pour le moment, les anneaux de pouvoir sont uniquement utilisés comme, Outil de vision. Et enfin, on ne voit pas régénérant. vraiment à quoi ils peuvent servir, Bah, pour l'instant, c'est ce Non, qui mais les je pense que maintient en c'est terre du de normal, ils milieu. vont pas régénérant tout déployer effectivement tout et de suite. puis C'est ce qui les maintient en terre du milieu déjà. oui. Voilà. En tout cas pour le Lindon. Et oui, X-Ray pour les nains, mais on parlait des anneaux des elfes pour l'instant. Et oui, Tom Bombadil, du coup, et Ariane a rendu le Palantir à Mais Pharazôn. on sait pas si elle a regardé dedans. On sait pas si elle a regardé dedans. D'ailleurs, je sais plus si elle le tenait à main nue devant Myriel. Je crois Il me pas. semble que elle le tenait avec le tissu Ah par-dessus oui, et elle donc ouais, elle a enlève pas. le Ouais, tissu, ok. elle tient le palantir. Ouais. Après, peut-être que si elle est réfractaire à son usage, elle pourra échapper à la vision, je Bah sais non, pas. parce qu'elle l'a vu la vision. Elle l'a eu Elle a la vu la vision. vision quand elle a franchi le seuil Ah oui, c'est vrai. dans la Oui, oui, saison tout 1, à fait. fin de saison 1. C'est pas une pierre maîtresse, c'est une pierre de vision quoi. Alors on retrouve Dissa qui nous fait une scène de marché avec une scène de négociation incroyable, je trouve. Mais bon bref, C'est toujours une reine, dit ça, de toute façon. Quoi. Quelle que soit son apparition, elle est merveilleuse. c'est un peu ça, c'est Dissa Rules.
et qui décide d'acheter donc un cadeau pour sa fille. Et on apprend en fait l'existence d'un nouvel impôt censé financer les anneaux. Du coup, La taxe de l'anneau. la taxe de l'anneau. J'ai trouvé ça génial en Exact, hein. fait. Fois J'ai deux. j'ai trouvé ça génial en fait que bah du coup ça montre ce qui va causer la perte des nains. La Cette cupidité. ouais, la cupidité, cette soif de l'or, de la richesse, qui va les condamner. En fait. Donc Dissa prend son cadeau, enfin le cadeau pour sa fille, cette gemme d'améthyste a priori, et elle la fait tomber. Et elle va s'enfoncer en fait dans les. Bon, la boule, par magie du scénario, va s'enfoncer dans les tréfonds de la Moria. Euh, et, euh, et du coup, Dissa va découvrir en fait une caverne. Et en fait, c'est une caverne où il y a un lac. Et normalement, pour ceux qui ont lu le Seigneur des Anneaux, ça rappelle un truc. Du coup, Mhm. ça rappelle l'endroit où Mm. Gandalf et le Balrog sont tombés. Ça, c'est beaucoup plus profond. Quoi? C'est pas beaucoup plus profond, ce lac? Bah, normalement, si. Normalement, si. Mais après, Il y en a peut-être pas quatre. on n'aura pas. On n'aura pas de. Flûte. Attendez. Hop. Tac, je regarde un truc. On n'a pas la profondeur du lac. En tout cas, Dissa, du coup, euh, euh, et euh, Dissa chante, utilise sa chanson, sa voix, pour réveiller du coup euh, les échos du lac. Enfin, pour réveiller la montagne en fait. Enfin, de toute la caverne pour Ouais, sonder l'espace ouais. qui se présente à elle. Et du coup, elle a un retour. Elle a vraiment un retour caverne. Elle a un retour de la Moria en pleine figure qui va littéralement briser la gemme. Non, je pense que c'est le Balrog, les gars. Hein. Écoute, Ouais, moi c'est j'ai pas aussi pensé au guetteur de l'eau parce que ça, il y avait les Oui. petites vaguelettes, mais j'étais très contente qu'on ne voit rien Oui. parce que après l'épisode 4, j'en avais un peu soupé des monstres. Donc j'ai bien aimé qu'ils nous gardent la surprise pour Mmh. le prochain épisode. Il y a quand même une évocation de monstre dans l'épisode 5, qu'on verra après. Oui, il est évoqué, mais il est juste évoqué. Oui, oui. Donc la gemme se brise Ok. et dit ça, on conclut qu'il y a un mal dans la montagne. Ce mal a un nom, hein, les gars, a priori. On sait tout ce qu'il sait. Juste, il est pas là au bon moment. Et vu qu'on sait pas c'est quand. Voilà. Donc, en attendant, en reparlant de la taxe naine, Dorine convie des envoyés des 7 royaumes nains. Et on reparlera des anneaux des nains. D'autres. Des quoi? Et 6 autres. Oui, les 6 autres, pardon. The Doom, Oui, c'est un des 7. oui, Khazad-dûm est un des 7. Et il leur dit, bah, ok pour les anneaux, mais va falloir raquer. La moitié de la mine. C'est énorme, enfin... Là, moi, je suis roi, jamais je prends ce risque-là. Hein. Après, il y a l'histoire de la menace. Il leur fait un peu du chantage, en vrai. Parce que la menace, ça concernait que la région de l'Erégion. Mais l'impression que Alatar grossit un peu, justement, en disant que ça concerne toute la Terre du Milieu. Après, voilà, il y a le Mordor, etc. Il y a Hadar, il y a d'autres facteurs, mais enfin, rien qui justifierait que les 6 autres royaumes Ah, acceptent le chantage de Durin III. Après, on peut aussi imaginer que le tremblement de terre qui a eu lieu a aussi impacté Oui, d'autres royaumes. c'est vrai. C'est vrai qu'on peut imaginer ça. Oui. Et j'ai bien aimé un moment où il y a un des messagers qui essaie de prendre un des anneaux et Durin III lui attrape le poignet en disant mais tu fais quoi là? Attends, calme-toi s'il te plaît. Pourquoi? C'est pas pour toi, c'est pour tes maîtres. Bon voilà. Donc voilà, on voit le shift. J'ai trouvé que franchement le changement est pas si brutal que ça.
il est pas subtil, mais il est pas brutal. Voilà, on a un peu de degré quand même de nuance. Accéléré comme tout, hein, mais Ouais, c'est ça. Et en fait, on n'a jamais vu de nain porter l'anneau. Ou emporter un des anneaux des nains. On sait juste que bah, ça augmente leur cupidité et qu'ils sont censés être longs au mal. Normalement. Oui, c'est vrai. Ce qui n'est pas trop le cas de Dorine. Bah, en fait, on sait pas combien de temps ça prend là. Mais ça a l'air d'aller assez vite. C'est un peu ça qui est un peu dommage. Narvi en d'ailleurs, temporalité, temporalité latente, c'est compliqué. Oui. Et Narvi qui est quand C'est même pas- un peu le cul entre deux chaises. Le pauvre. Donc voilà, donc ça montre quand même Khazad-dûm en disant voilà, Khazad-dûm a quand même plein de trésors, qu'il faut les exploiter, que je sais qu'il y a... Et en fait, c'est littéralement ça dans le texte. Hein, alors, le truc c'est que dans Tolkien, on essentialise pas... On essentialise la faute. C'est les nains qui ont creusé trop profond dans la montagne. Alors que là, celui qui a creusé trop profond, bah... C'est Dorine. Donc du coup, on met un responsable en fait. Euh, et, euh, et du coup, moi je trouve ça pas mal en fait de dire bah en fait c'est pas de la faute du peuple nain, c'est de la faute d'un des nains qui a décidé d'avoir les yeux plus gros que son ventre et qui a été manipulé. Mm. Avec cette scène de Dorine 3 et de Narvi qui lui dit bon bah creuse. Et Narvi qui lui fait bah et tu ne m'as dit que non. Comment ça je t'ai dit que non? Non mais tu vas creuser. Et puis il est où mon anneau? Je sais plus où je l'ai mis. Est-ce que c'est toi qui me l'as pris? Voilà, on est tout de suite un peu dans du Gollum, un petit dans du Ouais, c'était Bilbon. trop. Dans du Bilbon, on Il est y a plus. beaucoup Bilbo. trop de Ouais, du répétitions, Bilbon. je trouve, que ce soit entre la série, entre les Anneaux de pouvoir et le Seigneur des Anneaux, ou même d'un personnage à l'autre, il réemploie beaucoup les mêmes répliques. Et je trouve que c'est dommage. En même temps, on est un peu dans le John Howe universe. Hein. Bah oui, d'accord, mais enfin, tu peux varier aussi. Enfin, là, clairement, Ah, c'est sûr qu'il y a trop d'easter eggs Ouais, du c'est Seigneur des ça, Anneaux, c'est quoi. dommage, quoi. C'est dommage. Et puis ça pop comme ça, pouf. Après, bon, quand tu donnes aux Et gens Inutile. d'autres interprétations de la Terre du Milieu, ils sont pas contents, donc bon, il y a un moment, le public veut rester, c'est vrai, c'est vrai. veut rester avec ce qu'il On aime. râle pour tout. Donc, en croyant que c'est indépassable, malheureusement, mauvaise nouvelle pour vous, Peter Jackson est très facilement dépassable. Surtout aujourd'hui. Donc bon, même si j'adore la trilogie qu'il a fait, le travail qu'il a fait, c'est du travail de titan, mais on peut changer quoi. Donc voilà, donc il y a une scène quand même assez chouette. Enfin assez chouette. Assez chouette parce que lui arrive. Là, on parle. Et il est là, il pose et il dit bon, la paire, t'es en train de faire n'importe quoi. Et Ouais, Narvi j'ai a le droit, j'ai le et, droit. et Narvi a vraiment le cul pris entre deux chaises quoi. Enfin c'est vraiment terrible quoi. Le mec il est là en mode creuse, ne creuse pas, creuse, ne creuse pas, creuse, ne creuse pas. Il a vraiment l'ange et le démon positionné sur ses épaules et qui est en train de lui dire deux autres contraires. Bon finalement il décide d'écouter son roi parce que mais mais du coup j'ai trouvé ça assez chouette que bah voilà, il y a le doute qui s'installe chez chez Dorine qui va en urgence en Eregion en fait. Ah, en même temps, le roi a quand même réussi à retrouver la lumière, donc il a montré qu'il Hmm avait quand même une grande légitimité pour prendre des décisions sur où creuser. Hein. et puis en fait il a fait appel à la cupidité de Dorine 4. Et vraiment tel père tel fils. Je l'ai pas Tu senti crois que ça. c'est une question de cupidité? Ah bah quand il lui retend son pectoral. Moi, j'ai vu Ah, ça comme. moi, j'ai pas senti ça. Ah bah pardon, on va Non, pour retenter. moi, c'était Durin 4 qui obtenait enfin ce qu'il espérait, c'est-à-dire retrouver le lien avec son père, juste qu'il était tiraillé parce que c'était pas du tout de cette façon-là Oui. qu'il voulait Et puis c'est pas son. retrouver le lien avec son Et, père. Mais et- moi, j'ai pas du tout vu la cupidité là-dedans. J'ai juste vu, d'une part, le soulagement d'un fils qui est à nouveau en lien avec son Hmm. père. Et puis de l'autre côté, la panique de mais papa, tu fais n'importe quoi. Ouais mais tu vois, Ouais, je suis il d'accord. va plus dans une démarche Et contestataire à partir du moment où on lui présente le pectoral.
Oui, parce que il était profondément blessé de De plus son être retrait. de plus pouvoir parler à son père. Hmm. Ça lui a déjà demandé un effort monumental de lui dire de s'excuser. Oui, Donc il attendait que ça, il attendait que le bras tendu de son père. Juste pas de cette manière-là, quoi. un autre avis. Et- Gorine, ouais. tu veux Moi, dire quelque chose? j'ai pas trouvé que le fils était heureux d'obtenir le, comment ça s'appelle, hein, ce qu'il a au Le cou. pectoral. Ouais, le pectoral. J'ai pas trouvé qu'il était heureux de l'obtenir de cette façon-là. Ouais, Ouais, il est quand même content Non. de le retrouver, quoi. Non, il Et est en pas même heureux de temps, le la retrouver de scène cette façon-là, suivante, parce que on a Disa qui le voit arriver avec son pectoral à nouveau, et Disa, elle soupire. Et il y a un peu tout ça, c'est-à-dire elle se dit mince, bah, il a accepté à nouveau de devenir l'héritier parce que c'est ce qu'il voulait, c'est ce qui couronne ses efforts pour revenir vers son Hmm. père. Mais en même temps, bah, il a un peu cédé aussi sur les exigences euh, qui, euh, qui étaient les siennes par rapport à son père et à ce qu'il ne devait pas faire avec l'anneau, quoi. Et finalement, le résultat est le même, quoi. Que Dorine est cédée par cupidité ou... non, le résultat n'est pas le même, parce que Non, ça dit quelque chose de différent sur le personnage. oui, d'accord. C'est vrai. Bah, entre l'amour des honneurs et l'amour de l'argent, bon, je ne sais pas. Oui, c'est un peu choix, c'est un peu choix cornélien. C'est ça qui est un peu. C'est ça qui était sympa en fait dans cette scène aussi, parce que je pense que ce dialogue je l'aime beaucoup avec justement en fait tu vois ce désir de Dorine de dire ah je vais redevenir prince quand même. C'est quand même mes efforts, Mm. je vais retrouver mon père, je vais retrouver cette relation qu'on a eue quoi. Et en fait bah c'est un piège, comme le dirait l'amiral Akbar. It's a trap. Retour en Eregion avec Celebrimbor qui fait des travaux, notamment sur les Tildines, et qui retravaille sur sa porte de la Moria. Je pense que c'est justement pour mettre de l'Itildine sur la porte. Et en fait, il se rend compte que bah, y a un truc qui va pas et que ces objets ils font un peu n'importe quoi dans sa forge. Son matos n'obéit plus. Et en fait, que justement Anatar et Anatar Co ont tenté de créer les anneaux des hommes avec plus de mithril. Celebrimbor dit que c'était folie parce qu'il aurait fallu faire autrement. Enfin, un dialogue où il apparaît comme un maître forgeron. S'il vous plaît, merci. Oui, parce qu'en fait, ils tâtonnent parce qu'ils n'ont pas Celebrimbor Ouais, les pour faire. conseiller avec ses connaissances. Et Myrdania qui ressort du monde invisible et qui réapparaît dans le monde visible en disant qu'elle a vu quand même quelque chose d'assez... Pardon, ça a bugué. Je retrouve l'image. Attends, je vous laisse parler. Alors, je tiens à dire que quand il y a eu la première photo promotionnelle de Myrdania, j'ai cru que c'était une cosplayeuse de Galadriel qui avait fait du bon boulot. Et j'avais pas du tout compris que c'était un nouveau personnage tellement elle lui ressemblait. Et je me suis dit, mais encore une fois, du potentiel un peu gâché. Mais à mon grand désespoir, ça se justifie dans l'épisode avec ce dialogue insupportable entre Anatar et Myrdania. Vraiment, j'ai hurlé intérieurement Alors, de, de ça. ce n'est pas Caledrian. Pitié que ce ne soit pas Caledrian. Et jamais de la vie c'est Celebrian. Voilà, parce que si Bah, Celebrian se fait c'est draguer Myrdania, par c'est pas Sauron... Celebrian. Oui, oui, non, mais il y a la théorie comme quoi Myrdania ça aurait été une Celebrian cachée. Je savais déjà pourquoi elle serait là. Ah, Pourquoi elle serait en ok. Ostinedil et pas en Linden. Ou ailleurs. Mais attends, Celebrian, c'est la fille de Fille de Galadriel, Galadriel, non? ouais. Ok. D'où la ressemblance? Oui, ce serait ça. C'est ça l'idée? Oui, c'est ça l'idée. Ok. Alors que juste bah, des elfes qui se ressemblent, voilà, ils sont soit tous blonds, soit tous bruns.
Enfin avec, ou tout châtain. Donc voilà, donc justement, Celebrimbor qui les tense un peu en disant bah vous êtes en train de faire n'importe quoi, c'est pas comme ça qu'on fait, et etc. Et en fait, Anatar lui dit bah explique-nous, parce que je nous ferais gagner du temps. Ça serait cool pour mon projet dont tu n'as pas envie de faire. Et il a pas tort. Oui, oui, oui. Et Celebrimbor hésite vraiment, du coup, à dire bon bah je vais leur donner la solution parce que au fond de lui, les mensonges d'Anatar, d'Anatar sont très prégnants en fait. Jusqu'à ce que, encore une fois, celui qui vient sauver la mise, c'est Dorin. Dorine 4. Dorin 4. Qui dit bah gros, tu m'as vendu de la merde. Il y a un souci avec ta cam en fait. Où est le SAV? Oui, le SAV. Il y a un souci avec ce que tu m'as vendu. Parce que mon père, il est en train de vriller dingo. Et je trouve que, bah, Celebrimbor, là, il apparaît tout confus en mode non, c'est pas possible, ça devrait bien marcher. Et là, il lui dit mais est-ce que tu le connais vraiment, cet Anatar? Voilà. Donc, Durin 4 essaye de sauver la situation, mais malheureusement, bah, ça marchera pas, je pense. Un peu dommage. Parce qu'en plus, ils sont observés par Anatar qui les surveille. C'est vraiment un peu le maton. Tu sais, il regarde un peu tout le monde et il observe tous. Et il voit s'il est. C'est un peu l'araignée. En fait, c'est Shelob. Il se comporte vraiment comme Shelob. Et je trouve ça quand même assez sympa de. C'est un peu grossier, mais c'est très sympa de présenter Anatar comme ça, comme une espèce de. Un tisseur de toile qui va manipuler tout le monde, etc. Dialogue que Marie a détesté. Sous vos Mais yeux. oui, non, mais c'est vraiment nul ce dialogue, parce que vraiment, ajouter un personnage féminin juste pour avoir cette espèce de relation de séduction, alors que normalement, la séduction, c'est la séduction de Celebrimbor par Anatar. Et juste parce que ils ont peur de montrer une relation de séduction entre Anatar et Celebrimbor, ils rajoutent ce pauvre personnage qui a rien demandé à personne, qui est un peu inutile. Même physiquement, elle est pas distincte des autres personnages. Juste un peu plus en Et avant à la encore une caméra, fois, quoi. ça retire à Celebrimbor une des parts les plus intéressantes de son personnage. À savoir sa relation avec Il Anatar. ne sert plus à rien. Si, à dire que les gens font mal les choses. Bah oui, mais enfin, ça suffit pas à faire un personnage. Non. Là, normalement, Anatar est censé séduire Celebrimbor. Et les Et là, il le forgerons du manipule, Guef. mais il n'y a pas le côté séduction. Et les forgerons du Guefi Meltan, quand même. Oui, d'accord, mais surtout Celebrimbor. Et surtout Celebrimbor. Ah, Là, ce dialogue m'a semblé trop bizarre, en fait. tout sonnait faux. Alors que Anatar sonne faux, Ouais. c'est normal, parce qu'il est faux. Mais ce dialogue, vraiment, qui ramène Galadriel dans l'histoire, alors qu'il nous avait déjà gonflé avec cette espèce de pseudo-relation entre Halbrand et Galadriel que je détestais déjà dans la saison 1. Et là, ils en rajoutent une couche. Ils ont voulu m'achever. Oui, on voit qu'il est sous emprise, Spooky, hein, c'est pas la question, on le sait. Et c'était même plutôt bien fait dans les épisodes précédents, en fait. Juste, les décisions de Celebrimbor sont vides de son personnage. Parce qu'il prend des décisions, mais en fait, tous les éléments qui constituent le personnage de Celebrimbor sont donnés à d'autres persos. Sa relation avec les nains est donnée avec Elrond, sa relation avec Anatar est donnée un peu, en partie, en Myrdania, même s'il a des très bons dialogues avec Anatar. Et là, pour une fois, je dirais quand même bravo aux dialoguistes, parce que c'est vraiment chouette. Il y a de très bons dialogues avec Anatar, et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que Anatar ne ment pratiquement jamais. La plupart du temps, il dit la vérité, mais juste il l'a dit d'une manière avec des doubles sens. Et ça, personnellement, j'avoue, j'aime beaucoup et je trouve que c'est bien fait. Ou il la dit pas, Mais d'ailleurs. soit il l'a dit pas, soit il l'a. Non, Enfin, je trouve que c'est assez bien écrit pour le coup. Mais dans un ensemble qui, moi, me fait un peu hurler. Éloi, tu voulais dire quelque chose? Oui, bah, c'était par rapport à cette scène avec Myrdania. Myrdania, c'est ça? Myrdania. Myrdania. Bah oui, on a l'impression à un moment que ça y est, Anatar a trouvé
une pseudo-Galadriel pour la remplacer. Puis allez, c'est parti, j'ai ma Galadriel de substitution. la dame sombre, je l'ai retrouvée. Non, mais effectivement, cette scène-là, bon, Après, c'est la je vois seule pas qui trop l'a l'intérêt, vue sous sa vraie effectivement. forme. Oui, c'est mais elle ne oui. sait pas qu'elle l'a vu lui. Oui, et du coup, j'ai beaucoup aimé le fait qu'ils disent c'est peut-être qu'elle est Brimbor en fait. Et là, j'ai fait. Ah, et en fait, c'était un peu ma réaction de tout l'épisode. C'était ah le bâtard. Mais Plus surtout, à c'est gros, quel plus moment ça on passe. peut gober un truc pareil? Ouais, mais ils sont tous manipulés. Plus gros, plus ça passe. Ils sont Non, mais tous c'est énorme, manipulés. là. Bah oui, je sais, mais enfin, je pense qu'on est tous des adultes responsables ici, et je pense qu'on sait tous à quel Ça- point que dans des situations de manipulation, plus c'est gros, plus ça passe. Où ça passe? Et puis, si Celebrimbor depuis un moment fait un peu l'office de maître, forgeron qui est un peu cassant, un peu, Mm. tyrannique, au travail, et que Anatar lui fait l'office plutôt de gentil qui, Oui. comprend les elfes forgerons, ben, ils gagnent effectivement, leur oreille. Mm. On va avancer un peu parce que voilà, parce que je l'ai décidé, voilà. Et on va retourner en Numénor. Et en Numénor, on va retrouver une scène que j'ai, Ah, ah, oui, qui était merveilleuse, mais au secours. une scène que j'ai trouvée très très belle dans le temple des fidèles. Là où d'ailleurs se sont tenues les funérailles de Palantir, et où les fidèles vont déposer des coquilles de Saint-Jacques Mmh. dans l'eau pour Les les coquilles âmes de des morts. Saint-Jacques. Ouais, c'est des coquilles Saint-Jacques, hein, jusqu'à preuve du contraire. Et, Ouais, et bah, du, on la voit à peu près, ouais. Mhm. Et du coup, et j'ai trouvé ça très marrant que le dernier a posé sa coquille, son coquillage. C'était pas Valandil, qui du coup n'est pas un fidèle par inclination, qui n'est pas fidèle par inclination, mais plutôt par fidélité envers son capitaine. Mais que ce soit Elendil, qui soit le dernier à poser son coquillage, avec le mot Nassier, donc le retour à la mer en fait pour les âmes des morts. Toujours ce rapport à la mer parce que les fidèles sont très proches des voies des valeurs, etc. Qui arrive comme party pooper avec son sourire de méchant de série B. Non. Donc Kemen arrive comme un officier des SA. Pardon pour le point Godwin, mais c'était un peu ça quand même. Et il commence à dire bah le temple est fermé, on va en faire un aqueduc et du coup bah cassez-vous. J'ai fait ah bah Mais d'accord ça, bah en fait, toute la scène, c'était tellement attendu. Enfin, moi, je suis une spectatrice assez naïve en général. hmm, Je vois pas trop ce qui va se passer, mais dans cette saison 2, à plein de reprises, je pouvais dire les dialogues avant les personnages ou savoir comment la scène allait se terminer. Et là, je l'ai vu venir à des kilomètres et j'ai supplié pendant toute la scène pour que ça n'évolue pas dans la direction que ça a pris. Mais voilà. du coup Moi, je l'ai Kemet pas vu venir. Kemet bully les fidèles, il va même casser une statue, une Non, mais ça, relique. c'était tellement Oui, évident. ça oui, ça j'ai fait. Il va la casser. Il va tellement la casser. Mais pourquoi Elendil lui dit passe la relique à telle personne? Mais non, tu demandes pas à Kemen de prendre dans ses mains un artefact précieux. Non, C'est mais il l'a juste. demandé aux soldats, c'était pas à D'autant Kemen directement. Kemen s'en est emparé. Oui, mais même ça change rien. Enfin, Gorin, tu veux dire quelque chose? On t'a pas Ouais, entendu. en même temps, ouais, Mmh. j'allais dire qu'en je plus, trouvais il ça l'a appelé important qu'il y ait une garçon. scène de profanation, Oui, en oui, fait. oui. Attends, Gorin voulait, C'est Gorin voulait parler. pardon, oui. Non, pas de souci. Ouais, c'est juste que Landis, en plus, a dit garçon à celui à qui il demandait. Je croyais que c'était effectivement Kemen, mais si c'est un des soldats, ça passe encore. Après, il avait plus d'autorité, hein, sur le soldat pour lui demander quelque chose. Oui, mais il a son autorité naturelle d'ancien capitaine en fait, c'est surtout ça. Et quand t'as de l'autorité, même si t'es déchu de tes titres en tant que militaire, bah tu restes un ancien militaire et tout le monde te doit le respect. il l'a quand même appelé Boy. Ouais,
il a dit Give him the relic boy. Et moi, j'ai cru qu'il s'adressait à Kemen. Oui, moi aussi. Je me suis dit, Enfin, Oui, moi aussi, bon, mais pour du le coup. coup, je Mais pense que c'était juste de dire aux soldats, de dire à Kemen, de dire aux soldats, donne-lui la relique et fais pas le con. Et bah, Kemen a décidé. Tu vois, évidemment qu'il va faire le con. voilà. Ensuite, ben il y a bagarre dans le temple. Valandil risque de mourir noyé, ce qui aurait été bizarre. D'ailleurs, Kemen, avec ses ongles manucurés, fils de sénateur, est-ce qu'il a vraiment la force de manquer de noyer Valandil? Moi, j'y crois pas C'est trop. tous des Numénoréens. Ils sont tous super forts, a priori. Bah, bah, si ça t'as faisait beau un avoir peu un combat bon, entre un Déagol bon et patrimoine Sméagol, quoi. génétique, Oui, c'est ça. Ça fait. Mais en plus, mais en fait, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'en fait, le combat contre Déagol et Sméagol est très déséquilibré parce que Déagol est beaucoup plus fort en fait que Sméagol physiquement. Hmm. C'était 2 hobbits, enfin voilà, là c'est bon. Oui, voilà. Valandil est un peu plus. Pas je Valandil, pense, hein, c'est et un de carrure soldat. aussi. Oui, Mais mais Un c'est un. je soldat sais contre pas, un fils de sénateur. l'étranglement c'est un peu Mais il a pas lâche, d'armes. vous voyez. Il Enfin, a pas d'armes, il est désarmé, il est pas. Même s'il a envie de taper Kemen de toutes ses forces, Kemen il est prêt au combat aussi, même si on n'a pas vu d'entraînement militaire. Je pense que tout fils de noble a un entraînement militaire. Enfin, c'est la norme dans toutes les Bah, en tout sociétés cas, vives. c'est pas l'image qu'il renvoyait Oui, jusque-là, c'est hein. vrai, c'est vrai. Il renvoyait l'image d'un fils à papa. Oui, c'est toujours un fils à papa d'ailleurs, hein, parce que je rappelle dans le dialogue, euh, Pharazôn dit quand même qu'il va lui parler de sa mère, qu'il le voit Ah, quelle horreur. comme une déception, et finalement il dit si tu réussis bien ta tâche, on parlera de ta maman. Mais si tu ne réussis pas ta tâche, eh ben je t'emploierai à faire autre chose. Super les relations Quelle père-fils, horreur. c'est trop bien. Quelle horreur. Et donc Valandil, donc Elendil dit ne le tue pas, il repense à Myriel, il fait s'il te plaît, fais pas de conneries, etc. Et bah Mais voilà. Il pose l'épée, il non, tourne le vraiment, dos. j'avais beau savoir que ça allait se passer comme ça m'a fait un petit coup au cœur, hein. Ouais, Ah là là. j'ai vraiment dit encore une fois, ah le bâtard. Franchement, Mm. ma réaction de tout épisode, c'est vraiment ça. Et j'ai trouvé ça super que Captain Popcorn l'utilise du coup comme bandeau de son épisode 5. J'ai fait, franchement, c'est vraiment ma réaction de tout l'épisode, que ce soit Anatar, Kemen ou les autres, c'est vraiment, ah le bâtard quoi. Enfin, non. Voilà. Donc Alors moi, Valandil, ça m'a fait penser à deux trucs, vas-y. cette mort de Valandil. D'une part, je me suis dit, les personnages secondaires vont... Ils vont tous Enfin voilà, mourir. on peut pas... C'est pas Game of Thrones, mais on peut pas trop avoir confiance en leur survie. Et ça a confirmé un soupçon que j'ai depuis, depuis l'épisode 2 peut-être, où je me dis que Poppy, je crains que Poppy ne survive pas euh, au minimum à la saison, enfin au minimum à la série. Je pense qu'elle va peut-être pas survivre à la saison 2. J'ai un peu peur pour Poppy. Ok. Et, euh, et pour l'autre truc que m'a évoqué la mort de Valandil, c'est le fait que pauvre Isildur, qui est parti à la guerre, et ses amis sont morts, et ben ça m'a fait penser à Tolkien dans la Première Hmm. Guerre mondiale, qui part à la guerre avec ses amis, et à la fin de la guerre, il y en a qu'un qui a survécu. Et ça m'a fait un petit pincement au cœur quand j'ai pensé au parallèle qu'on pouvait faire avec la vie de Tolkien. Et puis en fait, il perd son fils en vrai. Parce que Valandil, du coup, c'était le dernier homme fidèle qui lui restait. C'est un excellent ami d'Isildur. Comme le dit Ariane, ils se Ah connaissent bah il depuis l'appelle Stone, l'enfance. hein. Ouais, Il voilà. l'appelle Ouais. fils. Et du coup, Et vu non, qu'on mais a. c'est déchirant, cette scène était déchirante. Ouais, cette scène m'a fait Allez, mal. next. Un fils Allez, adoptif. je passe. Non, non, mais Oui, oui, ça... non, mais on passe. Parce que Kemen, et on du n'a pas coup. entendu les avis de tout le monde. Oui. Eloi, t'en pensais quoi, toi, de cette scène, justement, Dans le. Dans le temple, avec la bagarre, Oh. etc. Alors, j'ai trouvé, donc j'ai déjà dit que c'était important qu'il y ait une scène de Hmm. profanation à un moment donné. Bon, qu'il y ait même un combat dans le temple, voilà, donc la profanation est totale. Il lave son épée, enfin, qui est couverte de sang dans le bassin. Après la mort de Valandil, je pense que c'était couru d'avance. Ça fait partie en fait de la caractérisation de fils, de Pharazôn, je pense, vraiment montrer à quel point il a été, il est aveuglé par,
par le pouvoir et par son envie de ne pas décevoir son père. Et voilà. Après, j'ai découvert un truc, c'est qu'en fait, tous les personnages, du coup, inventés par les besoins de la série euh, pour Numénor, en tout cas pour Valandil et Ontamo, en fait, ils portent des noms qui les destinent à mourir de cette façon. Je vais retrouver le tweet, mais vite fait parce on va quand même passer. Alors, je l'avais retweeté. Alors, profil. Parce que c'est qui dans le lore, c'est qui Valandil? C'est un seigneur, c'est personne, il n'existe pas. Mais du coup, Ontamo, ça veut C'est pas dire. le nom d'un personnage du Non, c'est Légendaire? Amandil. C'est le père d'Elendil. Ok. Parce que du coup, ah si, Valandil existe, je pense, mais pas Il me semble, hein. Ontamo, par exemple. Valandil, Ok. c'est le troisième roi d'Arnor et c'est le fils d'Isildur. Voilà. Donc en fait, Valandil, oui, Elendil. c'est le fils d'Isildur bah du coup. c'est encore plus beau Oui. parce que Isildur va donner à son fils le nom de son meilleur ami qui est mort, quoi. Et du coup, Ontamo, ça Sortez veut les dire mouchoirs. maison de pierre qui meurt écrasé par une maison. Et Valandil, ami des Valar qui meurt tué par les fidèles. Et Kemen, du coup, ça veut dire la terre. Et Eärien, ça veut dire fille de la mer. A priori, quand on connaît le dessin du Ménor, ça laisse des petites pistes. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà, donc Kemen est quand même très content. Pourquoi mes images sont dans le mauvais ordre? Voilà, donc Elendil, on revoit la scène. Et confrontation entre... petite confrontation entre Celebrimbor et Anatar. Et Celebrimbor lui dit... et en fait, Celebrimbor l'accuse de dire, bah, y a un truc qui va pas avec les anneaux et qu'il y a quelque chose qui est trop bizarre, quoi. Il y a surtout Anatar qui dit à Celebrimbor, méfie-toi de pas te faire manipuler. C'est quand même assez beau. Oui, genre c'est de ta faute, en fait. Non, mais surtout, attention à ne pas te faire manipuler. Oui. Il lui dit les choses. En fait, Anatar, à chaque étape de son plan machiavélique, il dit à Celebrimbor ce qui se passe et Celebrimbor ne veut pas l'entendre. Bon, on ne ment jamais. Oui, Il c'est ne ça. ment jamais. Donc voilà. Et ce qui va se passer, c'est que bah du coup, Celebrimbor se dit, bah y a un truc qui va pas dans mon œuvre. Je suis corrompu parce que j'ai fait une lettre qui ment à mon roi et du coup mes actions sont impures et c'est pour ça en fait que l'anneau ne marche pas. Et là j'ai fait encore une fois. Ah le bâtard, il est trop. Ouais, mais c'est bien trouvé, franchement. Oui, bien sûr, mais franchement, les dialogues entre les deux, franchement, s'il n'y a pas la scène avec Narvi et qu'il n'y a pas la scène avec Myrdania, franchement, tu prends juste les dialogues entre les deux, ils sont super ces dialogues. Après, moi, je trouve ça assez intéressant parce que dans cet univers de Tolkien, les mots ont un pouvoir. Hmm. Mentir, ça a un pouvoir aussi, pas dans le bon sens. Donc là, je sais plus ce qui se passe. Oui, voilà, c'est Durin qui reprend le pouvoir. Et du coup, en fait, tous les elfes du Guaitier Midland se font gronder. Remonter les bretelles. Ouais, se font gronder par Mais papa Celebrimbor. c'est vraiment des petits écoliers face à la maîtresse, quoi. Ah, j'avais On n'a l'impression de pas voir du tout mes élèves quand je l'impression. m'énerve. Mais ouais, mais on n'a pas l'impression que c'est des forgerons, c'est les meilleurs forgerons des elfes en fait. C'est censé être Après, les Merci plus doués. Marie, après, exactement ton avis. moi j'ai un contre-argument. Et après, je laisserai la parole à Eloi qui n'a pas encore parlé. C'est que euh, tu as beau être au sommet de ton art, quand ton maître vient et dit que tu fais de la merde, même si c'est faux, bah tu fais oui monsieur ou oui madame. Mais je trouve on voit pas assez qu'ils sont au sommet de Oui, leur art. Enfin, pour moi, j'ai pas, ils arrêtent pas de me dire que, enfin, même, je trouve qu'ils disent pas assez que ce sont meilleur forgeron des du super deuxième âge. forgerons. C'est les meilleurs On forgerons de dirait leur des, âge. Je trouve des que, voilà, on dirait des apprentis, Hmm, pas plus. ouais, des stagiaires. les fameux stagiaires C'est en vrai. Ostineti.
Et le stage Bonne se place, passe pas hein. très, et le stage se passe pas très bien. Attention, la revue Ouais. le dossier de stage rempli par Celebrimbor, il sera pas bon. Hein. La soutenance Et va être compliquée. Eloi, Je suis tout à fait d'accord. Les scènes avec Anatar et Celebrimbor sont réussies. Parce qu'on voit vraiment que, en fait, à force de lui parler, de lui dire fais des anneaux pour les hommes, oh, bah, c'est bon, je vais les faire moi-même, oh, mais tu as menti, attends. Enfin, il instille une certaine forme de confusion dans l'esprit de Celebrimbor et qui se voit d'ailleurs le personnage de Celebrimbor dans ses actions. Et c'est très bien de montrer que Sauron, en fait, c'est la confusion d'abord. Enfin, et ses paroles, elles visent à rendre tout confus. Et Celebrimbor, il incarne bien ça dans ces scènes-là, je trouve. oui, c'est ça. Je suis d'accord. Et encore une fois, moi, il me manque la dimension de séduction. Celebrimbor, il est Après, censé être heureux de travailler avec Anatar. j'ai Dans, une dans... question pour toi, parce que est-ce que c'est par séduction? Moi, quand j'ai lu dans les livres, etc., séduction de Celebrimbor par Anatar, je voyais plutôt une séduction intellectuelle, tu vois. Il lui fait miroiter la création d'objets exceptionnels. Toi, tu verrais une séduction plus même physique, en fait. Moi, je pense qu'il y a la place pour ça. Après, je voulais relire le passage avant le live et puis j'ai pas pris le temps de le faire, mais pour moi, il y a vraiment ça. Il y a plein de facettes différentes Oui, c'est intéressant. et, et je trouve qu'il manque cette facette-là qu'ils ont donné. Et c'est pour ça qu'ils l'ont donné à Myrdania. La facette de séduction, ils l'ont donnée à Galadriel, ils l'ont donnée à Myrdania, mais en fait, au départ, pour moi, elle était à Celebrimbor. Et je pense que les scénaristes le savent, sinon ils auraient pas fait cette scène trop bizarre avec Myrdania. Ouais, il est plutôt en ce moment pas en opposition avec les Brimbor, mais pas loin. Hein. Donc quand même des désaccords, il veut faire les neufs, que les Brimbor Ah veulent bah pas là, il, faire. Donc il essaie de lui forcer la main, hein, ça c'est sûr. ouais, donc c'est difficile de séduire quand tu es en opposition. Oui, Après, non, mais il y je arrive dis quand pas le même. contraire, hein, c'est juste que pour moi, là, dès le départ, ils auraient dû montrer la relation différemment. Après, peut-être que ça a été le cas dans la première partie de la relation, quand étudié ensemble les anneaux, mais que la série le montre pas. Ouais, bah du coup, du coup, ils le montrent pas, quoi. Tout à fait. Tu vas pas me dire, oh si, ça y est, mais c'est juste pas dans les images qu'on voit. Pas très C'est un satisfaisant peu une pour moi. facilité que la série fait, notamment. Mm. C'est un peu une facilité que la série fait. Du coup, on passe sur Celebrimbor, parce qu'on me rappelle dans l'oreillette qu'il commence à se faire tard, et qu'il parle beaucoup. Mais c'est bien, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Donc Celebrimbor se prend quand même un peu la tête entre les mains, parce que je pense qu'il est profondément marqué par les mensonges d'Anatar, et que en fait, il ne sait plus où va son art. Et ça, dans Mais il est en le... train de se dire qu'il y a un problème, là. Il se dit qu'il y a un truc qui, Il y qui a est en train Muren sous de... patate. Mm. Il a merdé. Comment en sortir? Et là, Myrdania qui fait: Ah, Natar, il nous parle bien, il est vraiment cool, il est pas comme Maître Celebrimbor qui fait n'importe quoi, etc., etc. Donc, pauvre petit, tu vas te faire bouffer, hein, mais ça, c'est. Je pense qu'elle va mourir, hein. Je le dis comme ça, je pense qu'elle risque de mourir à la fin de la saison. C'est très possible. Alors Ouais. là, ça m'étonnerait pas du tout. Parce que d'ailleurs, qui est-ce qu'on voit? Ouais. Alors oui, Elrond, champion de marathon, de sprint, qui dit: Il faut qu'on aille, s'il vous plaît, en Ostinedil, ramenez l'armée, ramenez tout le monde, parce que là, c'est vraiment... C'est la cata. Donc voilà, donc a priori, on aura une bataille elfe contre orc en Ostinedil, c'est ce qui est teasé dans, dans ça. Et en fait, c'est Ah bah, marrant, c'est... Vas-y, Marie. Non, c'est juste pour dire que tous les trailers nous Oui. annonçaient ça. Hein. Et puis en fait là dans l'histoire c'est c'est que j'ai l'impression en fait que Gilgalad a déjà envoyé ses armées au Mordor et que du coup il a plus Oui, je personne pense, oui. et qu'il a déjà plus personne, Bah, enfin qu'il a pas c'est d'armée de ça réserve qu'il pour les dit. donner. Oui c'est ça. Ouais. Enfin, Et que il dit qu'il peut pas faire face à deux armées en même temps. ouais c'est ça et qu'il a déjà envoyé en Mordor. A priori est-ce que un messager Elrond qui court très vite
pourra rattraper l'Armada et lui dire on revient tout de suite pour y arriver. Enfin, pour revenir en Austin Edil. Avec. Ah bah non, il va Bah, aller chercher nous, Dorine. on sait que, Il va chercher Dorine. on sait qu'ils vont pas, ils vont peut-être, ils vont sûrement arriver en retard. Mm. Ils vont peut-être arriver, mais pas dès le début. Mais il est sincèrement inquiet pour Galadriel aussi. Enfin, un peu plus pour Celebrimbor, mais il est sincèrement inquiet, je pense, pour Galadriel aussi. Mais oui, mais c'est Elrond. Elrond, il est tellement choupi. Pas dans l'épisode précédent. Elrond, il s'inquiète pour les gens. Pas dans l'épisode Et précédent. il dit à Gil-galad que Galadriel avait raison. Et Gil-galad dit finalement, je vais me rallier aux arguments d'Elrond. Et que Sauron nous a tous manipulés et que finalement, je ne vais pas y aller. J'ai trouvé ça genre, what the fuck. Pourquoi? Enfin, genre, c'est pas le moment là. T'as le doute, ok, je veux bien que t'as le doute, mais quand même. Mais je pense que c'est important pour la série d'appuyer justement sur le doute. Sur le doute que créent les anneaux et que crée Anatar dans les esprits. Et je pense que c'est ça le point important qu'il faut qu'ils mettent en place, mais dans ce cas, il faut mettre plus d'accent sur Sauron et ses manipulations. Un On commentaire, revoit. intéressant. Attends, une seconde. Vas-y. Un commentaire intéressant. Galadriel n'a plus son anneau. Mm. Imaginez qu'elle l'avait et que c'est Hadar qui le récupérait. Bon, on sort du bouquin, mais. Je pense qu'il lui aurait fait très mal, je pense. Ou qu'elle l'aurait caché, à la limite. Je pense qu'elle l'aurait caché. Après, est-ce que Hadar aurait été sensible au pouvoir de l'anneau, sachant qu'il est complètement ravagé par les manipulations de Melkor? Ouais, mais ça reste un elfe. Ça donc, reste un- il ça reste- y aurait eu un Je risque. pense, ouais. Ça reste un Quendi. On revoit Myrdania bis, pardon, Euh, et avec Morphy Clark qui est très très badass, voilà, et qui va menacer Hadar et qui va lui dire qu'ils ont un ennemi en commun. D'ailleurs, c'est très marrant la scène de l'orque qui ouvre sa cage avec la lance inversée en mode. J'ai dit, bah, il la traite comme un animal de zoo en fait, littéralement, ou comme un animal sauvage. Comme un tigre en cage. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un tigre en cage. J'ai trouvé ça quand même assez sympa. Bon, il y a la scène avec justement le petit poignard qu'elle cachait dans ses cheveux. Moi, j'aurais fait si j'étais un orc, j'aurais fouillé. Je serais mort sûrement, mais j'aurais fouillé. Vu la manière dont il a ouvert la cage, Antoine, il aurait pas fouillé. C'est vrai. Ouais, ils sont tous craintifs. Bah, ils respectent, hein. On met du respect sur cette grande dame, hein. Et Hadar qui lui dit on a un ennemi commun, viens, on cède. Donc il est en train de demander à Galadriel de faire le siège d'Eregion. C'est pas mal. Puisqu'il il attaque Eregion, sachant qu'il y a Sauron en Eregion. Il dit à Galadriel, viens, tu vas mettre le siège à tes propres potes. À ton Comme ça, on va peuple. se débarrasser de Sauron. Ça aurait pu être aussi que Galadriel aille à Eregion où elle peut rentrer, évidemment. Mais oui, Qu'elle non, mais tout ça. prévienne et qu'elle. Enfin, Non, mais je suis assez curieuse de voir comment ça va évoluer. Le coup de on a un ennemi commun, ça m'a fait. Ça m'a attiré, ça a attiré mon attention. C'est dommage que leur scène ensemble elle soit si courte. Pour l'instant. Mm. Parce que pour l'instant, on a vu que juste genre 5 minutes de scène ensemble, alors qu'ils ont quand même beaucoup de choses à se dire. Une des meilleures scènes de la saison 1, c'était leur dialogue. Oui. Il était fabuleux. Et du coup, forge on te des neufs. des neufs. D'ailleurs, on voit, il y a les photos qui montrent vraiment l'assombrissement du feu entre justement les 3, les 7 et les 9 qui commencent vraiment à virer au noir. Après, je pense que quand on verra la scène de forge de l'unique, si on la voit, comme on dit dans un certain film français, il va faire tout noir. Non, mais surtout là, vu la vitesse à laquelle ça va, l'anneau unique, il est forgé dans le prochain épisode. Hein. Je pense pas, je suis pas sûr. Ouais. Je pense que la S3 sera réservée à peut-être. J'ai des amis qui avaient comme théorie que la saison 1, c'était les anneaux des elfes, la saison 2, les anneaux des nains, la saison 3, les anneaux des hommes. Ça aurait été pas mal. Mais clairement, et la 4 l'unique. Et la 4 l'unique. Et du coup, mais peut-être. Du coup, ce qui peut être bien, c'est peut-être forger les anneaux maintenant. Et par contre, leur distribution.
peut se faire dans la saison 3. Et justement, choisir Bah, j'aimerais qui va bien porter qu'ils nous l'anneau. présentent un peu les. Les porteurs, J'aimerais bien qu'ils nous présentent un peu les rois des hommes qui vont avoir les anneaux seigneurs. avant de leur donner. C'est Enfin, pas que des rois, c'est aussi des seigneurs des hommes. Du coup, oui, enfin les porteurs, quoi, les Mm. futurs porteurs. Un Kemen, par exemple. Ah Pharazon. Même si les Nazgûl sont censés apparaître avant lui d'ailleurs. Hein. Les Nazgûl sont plus vieux que Pharazon. Enfin, Pharazôn. Voilà, on a terminé sur ce point-là, merci. Alors, c'est pas encore fini. Désolé. Moment préféré, moment détesté. Enfin, moment préféré, moment Chihuahuarg. Minute Tolkien, et après on vous lâche. Gorine, moment préféré. Et quand Ar-Pharazôn et son fils sont en train, enfin surtout Ar-Pharazôn, que son fils n'a pas une vue assez bonne, en train de contenter, désolé, au loin la tour blanche, et qui parle du fait que les hommes ne sont pas immortels. J'ai beaucoup aimé cette scène. Ce Marie. que j'ai pas Vas-y, aimé, vas-y, fais ton moment Pardon. Chihuahuarg en même temps. Non, vas-y. celle que j'ai pas appréciée, c'est, je dirais, celle de Celebrimbor qui parle de voleurs avec des nains. Bon, j'ai pas compris. J'ai pas trouvé d'intérêt non plus. Marie. Alors, je dirais que du point de vue fidélité à Tolkien, ma scène préférée, ce serait le dialogue entre Pharazôn et Kemen. Mais du point de vue de la série, c'est vraiment le moment Oh Captain, My Captain avec Elendil. Là, j'ai vraiment ressenti quelque chose. Bon, j'ai eu plus de réactions face à la mort de Valandil, mais c'est pas un moment que j'ai apprécié. Donc vraiment le moment avec le capitaine, ça j'ai trouvé ça parfait. Et la scène que j'ai absolument détestée, c'est Anatar qui essaye de séduire Myrdania. Je vais pas revenir dessus, mais Éloi. Enfin, pardon, l'œil. Excuse-moi. Alors, il n'y a pas de mal. La scène que j'ai préférée, c'est en fait, c'est pas vraiment une scène, c'est plutôt tous ces dialogues, tous les dialogues entre Anatar et Celebrimbor. Ils sont grave bons, Je hein. trouvais que c'était convaincant, que non, puis c'était bien. C'était des moments appréciables, puis en plus, tu essayes de te concentrer sur ce que dit Anatar, tu dis: «Ouais, comment va réagir Celebrimbor?» Enfin, il y a vraiment un jeu entre les 2 personnages qui est intéressant. Et la scène détestée, bah, c'est la scène de drague de Sauron, hein, bien sûr, donc avec Myrdania. l'apprenti de Celebrimbor, Myrdania. Heu, bon, pourquoi? Parce que, Parce qu'il est fan de Galadriel. je ne sais pas, on a l'impression d'être dans une autre série là, d'un coup, on a l'impression que la série veut s'adresser à un autre public peut-être. C'est pas plus mal, hein, quelque part, mais c'est Alors, un peu en dehors de reste. alors je réponds juste à un commentaire d'Anilien. C'est pas parce que les anneaux sont forgés qu'ils sont automatiquement distribués. Donc la série peut les forger en un épisode. Et par contre, mettre vachement longtemps à trouver des porteurs. Parce que pour l'instant, les porteurs des 7 ne sont pas nommés. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un qui est là. Pour l'instant. Ah, on a oublié que Dissa fait promettre à Durin de ne jamais porter l'anneau et que Durin lui fait t'inquiète. J'ai cédé une fois aux sirènes, mais pas deux. Moi, je dirais, moment préféré, ça reste. Alors, moi, je vais pas parler d'émotionnel, de représentation et tout. Moi, le moment que j'ai le plus préféré, c'est quand Valendil met enfin un coup de poing dans la figure de Kemen parce que je l'attendais. Parce que c'est pas émotionnel, ça? Bah si, mais pour moi, pas pour lui. Enfin, tu vois, Bah oui, mais c'est tout. ça a moins de sens dans le. C'est moins porteur de sens que Ouais, d'autres mais scènes ça dans fait du l'épisode. bien. Mais ça fait du bien, clairement. Enfin, franchement, quand il lui met une baigne, j'ai fait enfin, bordel! J'avais tellement envie de lui en foutre une moi-même dans l'épisode précédent, quoi. Enfin, c'est terrible. Et ma scène détestée. Ma scène détestée, je pense que c'est. Ouais, je pense que c'est le dialogue entre Durin et. Entre Narvi et Celebrimbor, parce que je fais bah. Pourquoi tu critiques ton bro? C'est bizarre. Après, oui, la scène avec Myrdania, j'ai fait.
Ok, tu veux un ersatz de Galadriel, mais bon, enfin, passons. C'est pas très intéressant. Puis voilà, ça fait 2 avis, 2 scènes détestées partagées, au moins on est tous raccords. Les poules sont bien gardées. Minute Tolkien. Alors là, on va plonger dans le légendaire et on va voir 2 épisodes, enfin 2 épisodes, des items et un épisode. Donc, Éloi, je te laisse commencer sur les anneaux des nains. Oui, Marie. Je pense que je vais vous laisser parce que le rhume a raison de moi et je vais pas intervenir beaucoup dans les explications, donc je rattraperai ça en replay avec plaisir, mais je pense que je vais vous laisser. Ça marche. Je vous dis Merci. bonne soirée, Bonne soirée à toi. Merci à amusez-vous toi. bien. Bonne Repose-toi bien. soirée, Marie. Bonne Je ne soirée. sais pas comment je quitte ce live, mais on va essayer. En faisant ça. 1, 2, 3. Voilà. Nous avons perdu une intervenante, mais c'est pas très grave. Elle se repose. Donc, J'en suis Éloi. patient de l'avoir ce soir. Oui, déjà, c'est vrai. On la remercie pour Alors, son temps. donc le premier point, c'est un point sur les 7 anneaux des nains. Ce qui est important déjà, c'est de voir la différence qu'il y a entre ces anneaux-là et les anneaux des elfes et surtout des hommes. C'est des anneaux qui, chez Tolkien en tout cas, c'est pas précisé quel est leur pouvoir particulier chez les nains. On suppose qu'effectivement c'est en lien avec les métaux précieux, avec la mine, mais on ne sait pas vraiment. Et la grande différence, par rapport cette fois-ci aux anneaux des hommes, c'est qu'ils n'ont pas, du moins sur leurs porteurs les nains, le même effet corrupteur. Ou beaucoup moins. En fait, la seule chose qui est indiquée, c'est que les anneaux rendent beaucoup plus cupides leurs porteurs et les incitent à faire des choses peut-être risquées dans leurs mines respectives. Il n'y a pas trop d'indications par rapport à qui sont ces porteurs. Hein, tout ce qu'on sait, c'est que la lignée, donc la lignée de Dourin III, oui, du roi de Khazad-dûm justement, vous reprenez les notes, en a eu un, mais en fait, on n'a pas d'indication sur les 6 autres porteurs. Et c'est vrai que je crois qu'on a eu un débat tout à l'heure sur le fait qu'on ne savait pas si ce sont des seigneurs nains ou simplement des nobles nains qui ont reçu ces anneaux-là. Pas précisé en tout cas en Des rois. particulier. Mais du Des coup, rois, des seigneurs, on ne je, sait pen- pas trop. je pense que la série va faire le même point, c'est-à-dire qu'elle va pas montrer les autres porteurs. Elle va juste dire que les 7 sont distribués et c'est tout. Parce qu'en soi, les 7 ne Ouais, nous je pense intéressent qu'ils pas beaucoup. vont se focaliser plutôt sur les 9 et les Mm. 3. Voilà. Ouais, les Et en 9 tout étant cas, ces uniques. anneaux, Vas-y, Lo, si. Attends, enfin, continue. juste, c'est pour terminer, hein, ces anneaux, ils reviennent à Sauron. Hein. Au moment de la guerre de l'anneau, Sauron a récupéré les 7. En fait, il ne lui manque plus que les 3 hein, à ce moment-là. Il n'y en a pas certains qui sont brûlés par des dragons? Ah oui, pardon. Oui, il y en a 3 qui ont été récupérés, les autres détruits. Mm. Pardon, Mm. effectivement. Mais donc il y a plus de 7 en circulation, en gros. Oui, c'est ça, c'est que Récupérés par Sauron, leur soit rôle détruits. est quasiment Ouais. anecdotique, mais c'est aussi lié au fait que les royaumes nains, à la veille de la guerre de l'anneau, ne sont pas les plus impactants de la Terre du Milieu à ce moment-là. Il y a certes la Il n'y en montagne a que solitaire. un, Il n'y en a que forcément, dans un. le coin. Oui, non, 2. Il y a les monts de 2, fer, ouais. il y a les monts de fer et la montagne solitaire. Mais Il y a aussi qui sont beaucoup trop au nord par dans le rapport aux Lindon, ambitions de Sauron, aussi, géopolitiquement. Mais dans le- ouais, il y a après, ceux aussi une dans le installation Lindon dans les sont montagnes beaucoup, bleues. Hein. beaucoup moins nombreux. Ouais, mais ils sont beaucoup moins nombreux, à mon avis. Oui, oui, oui. Voilà, Oui, c'est ça. c'est tout pour moi. Merci Éloi. Et du coup pour les fidèles, alors en même temps, on va vous mettre aussi les liens de l'encyclopédie si vous voulez aller lire sur les fidèles. Alors pour les fidèles, il y en a, on les mentionne dans les appendices du Seigneur des Anneaux, on les mentionne dans plein d'ouvrages de la Terre du Milieu. L'ouvrage le plus récent qui est sorti sur les fidèles, vous le connaissez, c'est celui-ci.
et Fall of Numenor, qui est sorti il y a 2 ans maintenant, je crois. Attendez, je vous dis ça. En 2022, donc sorti il y a 2 ans. Et, et du coup, qui parle. Et du coup, qui parle en fait de l'ascension et la chute de Numénor. Et c'est assez intéressant sur plein d'éléments. Notamment du fait que les Nazgûl en fait apparaissent vachement tôt. Ils apparaissent pas du tout à la fin à la fin du deuxième âge. Hein. Ils apparaissent même avant en fait la fracture entre les fidèles et les hommes du roi. Donc en gros, ce que c'est et ce dont ils ont parlé dans la série, c'est que d'un côté, il y a en fait avec l'ascension du roi Tarankalimon, donc au milieu du deuxième âge, donc vers 2200 du deuxième âge, du SA, du second âge. Ce qui va se passer, c'est que il y a une fracture. Il y a en fait, il y a les hommes du roi qui sont une faction à l'époque minoritaire qui va se développer. Et en fait, c'est des hommes assez fiers de leur numénoréanité et qui vont se dire, en fait, nous sommes destinés à gouverner tout, carrément le monde entier et Terre du milieu. la Terre du Milieu. Euh, euh, et en fait, en fait, alors, c'est pas à partir de Tarankalimon, mais c'est un peu plus tard. Mais voilà, c'est à partir de ce moment-là où les Numénoréens vont commencer à, comment dire, vont commencer à avoir un peu leur, leur volonté expansionniste. En fait, c'est qu'ils vont changer ils vont quitter leur aide passive qu'ils donnaient à la Terre du Milieu pour donner une aide beaucoup plus, beaucoup plus militaire, enfin une conquête coloniale beaucoup plus militaire, et donc à envahir les territoires. Tandis que les fidèles, eux, c'est vraiment les fidèles en fait aux voix des Valar. Euh, Aussi mystérieux que cela puisse vouloir dire, parce qu'en fait, on sait pas hein, ce que sont les voix des Valar, si ce n'est que de respecter le fait de parler en Quenya, du coup. Donc là, on vous met dans le chat hein, si vous voulez regarder les différents liens sur les fidèles, les hommes du roi, les Numénoréens, etc. Et en fait, il y a vraiment cette fracture et cette opposition en fait avec les hommes du roi qui vont grandir jusqu'à bouffer les fidèles. Et justement, ça coïncide avec le fait que non seulement Numénor va mener une politique coloniale en Terre du Milieu, mais en plus que les Numénoréens vont devenir de plus en plus effrayés de la mort et en fait deviennent motivés par la quête d'immortalité, comme Ar-Pharazôn nous l'a présenté dans la série. Et c'est des éléments qui sont hyper intéressants, donc c'est pour ça que je vous recommande Fall of Numenor. Et Tolkien en parle vraiment avec, c'est des chroniques hein, après, hein, donc on n'aura pas l'émotionnel numénorien. Mais c'est très intéressant de voir qu'en fait les fidèles sont cette minorité, notamment sous le règne de Pharazôn, qui est complètement opprimée. D'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est que du coup Pelargir qu'on a vu dans la série, c'est à l'origine un havre fondé par les fidèles, mais en même temps, il y a une autre ville qui est fondée par les hommes du roi. Est-ce que vous savez laquelle c'est? Umbar. Ouais, c'est le port d'Umbar qui est fondé en fait par les hommes du roi et c'est un peu leur capitale en Terre du Milieu quoi. Là où Pelargir devient un refuge pour les fidèles à ce moment-là. Donc J'ai voilà, une question, s'il te vas-y. plaît. Qu'en est-il des relations des fidèles avec les elfes du Lindon? Ils ont des relations régulières? Alors, au début, ils ont de très très bonnes relations avec Gil-galad justement parce que la fracture arrive un tout petit peu après la première défaite de Sauron en Eriador. Et en fait, à ce moment-là, Numénor a des relations cordiales, mais parfois teintées de méfiance avec les Eldar de rester en Terre du Milieu. Je pense notamment à Tarankalimé, qui n'aime pas Gil-galad, mais parce que son père traînait tout le temps en Terre, en terre du Milieu. Oui, tous ces. Alors,
À voir quand on fera la vidéo, mais oui, tous ces liens a priori seront redispo. Au pire, je les reposterai en commentaire avec le compte de Tolkien Deal pour que vous les ayez. Et n'hésitez pas à venir feuilleter sur l'encyclopédie. Et en fait, au fur et à mesure où la faction des Hommes du Roi va grandir en puissance, de moins en moins les Eldar vont s'investir en Numénor. Parce qu'ils n'ont pas d'intérêt à le faire. Mais les fidèles ont été très bien reçus. Et l'exemple le plus notable, c'est la bataille de l'Ultime Alliance. Parce qu'elle est faite entre les fidèles et les elfes, justement. Et c'est un peu ça, voilà, c'est l'Ultime Alliance, donc c'est vraiment la dernière alliance entre Numénor et les reliquats de Numénor, parce que vraiment les fidèles, faut les imaginer comme les reliquats de la puissance passée de Numénor, et même d'une puissance un peu au-delà encore, hein, parce que c'est vraiment la puissance soutenue par les Valar, par les Eldar, et, les Eldar de Lindon et d'Eregion. Il y a des Nandor et de l'Ossiriande, etc. Donc ça existait encore. Voilà. Mais donc oui, ils ont des relations avec les Valar, avec les Eldar plutôt sympathiques jusqu'à ce que Pharazôn décide d'appuyer sur le gros bouton rouge. Qui disent on fait tout sauter. Voilà. Bah, merci à vous deux et merci à Marie infiniment d'avoir été parmi nous ce soir. Je pense qu'on a terminé. Je pense qu'on a terminé Et sur cet merci à épisode ceux 5. qui ont Et posé des merci. questions, mis des commentaires aussi, c'était intéressant. Ouais, merci merci d'être venu dans le chat et d'avoir sacrifié 2 heures de votre dimanche soir. N'hésitez pas à venir sur la chaîne, à aller sur notre YouTube. C'est très important. N'hésitez pas de lâcher des commentaires, les fameux pouces bleus, hein, les likes. Ça aide au référencement énormément et ça nous fait du bien au soutien. Enfin, ça nous fait dire qu'on fait pas ça pour rien. N'hésitez pas à aller sur tous nos réseaux sociaux. Donc le Discord, le Discord, le Facebook, voilà, les différents événements. On va avoir. Alors, on recommence samedi prochain. Alors, pas samedi prochain aussi. Voilà, aussi, autre truc, c'est que je ne suis pas là la semaine prochaine parce qu'avec la majorité des Tolkien. Enfin, avec une petite partie des Tolkien Dili, nous sommes à Plestin-les-Grèves pour le festival des Terres de C'est dans l'Unique. 2 semaines. Ah oui, pardon, c'est dans 2 semaines. Ah oui, bah donc, Dans 2 oui. semaines. Si, excusez-moi. Donc, Oui. si, live samedi prochain. Voilà, pas dimanche. Live samedi prochain. Donc le 21, et par contre pas de live le 28 ni le 29. Non, pas de live depuis le Terres de l'Unique, même si j'ai tenté, ça ne se fera pas. Mais ce serait cool de le faire. Peut-être qu'on fera un live depuis les Terres de l'Unique, mais pas sur les zones de pouvoir. Et par contre, on se retrouvera du coup le mardi 20, le mardi 2. Je crois, oui, c'est ça, le mardi 2 pour parler, le mardi 1er, pardon, le mardi 1er pour parler de l'épisode de 7, du coup, des zones de pouvoir. Et donc, samedi prochain, non, on fera pas les 2 derniers épisodes d'un coup. On fera 6, 7 et 8. Voilà. Là, à partir de maintenant, ce sera vraiment des épisodes séparés. Regardez, déjà, on arrive à faire pratiquement 3 heures sur un seul épisode. Voilà, hein. Voilà. Donc bon, enfin 2 heures, pardon. Et, Oui. et puis voilà, donc vous pourrez nous retrouver certains d'entre nous. Alors, je ne répondrai pas à cette question, Etaga, mais faut pas hésiter à la poser. Mais pas dans cette forme-là, je pense. Donc, je répète, on se retrouve samedi prochain. Peut-être plus tôt, mais en tout cas, normalement, peut-être à 21h. On se retrouve mardi de la semaine suivante. Donc le 2 octobre pour parler de l'épisode mardi 1er octobre pour parler de l'épisode 7 et samedi 5 pour parler de l'épisode 8. Voilà. C'est bon, c'était clair. Donc là, dans 2 semaines, vous pouvez nous retrouver, certains d'entre nous, à Plestin-les-Grèves pour les festivals des Terres de l'Unique. Ça va être cool, n'hésitez pas à venir. Et merci Eloy pour mettre tes dates. Et du coup, et voilà, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous aurez les infos, etc. Je m'embrouille, il est 23h. Et voilà.
Donc, faut pas hésiter à venir nous voir, à venir sur nos réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à soutenir la vidéo une fois qu'elle sera postée. Ça nous fait du bien, ça nous fait... et n'hésitez pas à lâcher vos commentaires et à nous dire comment on peut s'améliorer. Voilà, bonne soirée. Merci à Bonne tous. soirée. Bonne soirée. Au revoir.